Bonjour à tous. Alors, Google a annoncé en grande pompe son service de streaming vidéo, donc une première finalement pour Google, qui a jamais trop été sur ce terrain-là. Et donc, on va faire un petit peu le point au cours de cette émission en compagnie de 3 participants, donc plus moi, donc on sera 4. Et donc, dans cette émission, j'accueille, alors on va commencer par ordre, allez, de vignettes, on va dire, sur le bas de la vidéo, hein, comme ça, pas de favoritisme. Alors, on commence par Damien, donc Damien qui a Hello, officié. Hello Damien, donc toi tu as officié sur le site jeuxvideo.fr pendant une dizaine d'années. exactement. Donc on va dire que le jeu vidéo, ça te connaît un petit peu. Je connais, puis vu que je suis passionné, je suis ça très régulièrement encore aujourd'hui. Voilà. Et tu es toujours encore baigné dans cet univers, voilà. Exactement. Ensuite, on a Julien Desbris. Donc Julien, toi, tu es monteur vidéo, passionné de tech et de jeux vidéo. Tu officies sur certains podcasts ou chaînes YouTube, notamment Rester Connecté, où tu as aussi, tu participes à l'émission L'école des fanboys, un concept vraiment plutôt cool, avec un passionné Android, un passionné Apple, et donc des débats autour de ça. Tout ça animé par l'excellent Teddy Crétin. Salut Julien. Salut, ouais, en compagnie de Mathieu Dos Santos et de Sébastien Perrier. Donc, je Tout leur à fais un fait. petit coucou. Ok, qui aura peut-être un coup l'occasion de venir avec nous aussi d'ailleurs. On a aussi Stéphane alias Stuff qui en a pris pour Yes. 15 ans sur clubic.com. Peut-être pas 15 ans quand même, bien 12, mais oui, Québec.com, sur lequel je participe toujours un petit peu occasionnellement Ouais, en tu bosses freelance, toujours et dessus. puis aussi sur Frandroid et sur d'autres sites un petit peu au gré des mois. Ok. Futura Science aussi, tu m'as dit. Futura Science aussi, ouais, Ah, ok. je faisais des tutos notamment sur Futura Science. Donc salut Stuff. Donc quand on bossait ensemble chez Clubic, donc ta partie c'était vraiment tout ce qui est logiciel, matériel, mais aussi jeux vidéo quand même un peu, hein. Jeux vidéo un peu, puis mobilité aussi. Voilà, mobilité bien Voilà. sûr. Ouais. Tout à fait. Donc, je vais vous dérouler un petit peu le plan rapidement. Donc, on va commencer par parler de l'annonce pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi la conférence. Vraiment voir les points principaux qui ont été évoqués par Google. Ensuite, on va voir un petit peu les specs, hein. Il y a différents détails techniques qui ont été distillés par Google et ils sont quand même assez intéressants. On aura l'occasion de voir ça, notamment il y a des comparaisons de fait avec les consoles actuelles. On va voir comment se situe un petit peu ce service de streaming et aussi qu'est-ce qu'il faudra pour pouvoir en profiter tout simplement, hein. Et oui. Et puis, alors ensuite, on fera une petite conclusion. Et chacune de ces grandes 3 parties va être divisée en différentes sous-parties qu'on aura l'occasion de passer en revue tout de suite maintenant. Alors, on va commencer par la conf. Alors, je crois que parmi vous, c'est toi, Stéphane, et toi, Damien, qui l'avez suivi. Exact. Voilà. Donc, on va commencer par toi, Damien. Qu'est-ce que tu en as retenu de principal? Et je crois que tu vas nous faire un petit retour aussi sur le nom. Quelle est l'origine du nom du service? Oui, tant qu'à faire, parce que je sais que toi, Polo, et pas mal d'autres personnes ont du mal à se rappeler du nom du service. Alors, le service s'appelle Stadia, donc Google Stadia. J'expliquerai pourquoi après. Et en gros, c'est tout simplement la première plateforme de jeux vidéo lancée par Google. C'est le premier vrai grand pas de Google vers le jeu vidéo. Alors, évidemment, il y avait YouTube Gaming, mais là, c'est quand même complètement différent puisque c'est un support de jeu complètement dématérialisé, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de console ou de matériel vraiment dédié créé par Google. Là, vous pourrez jouer à vos jeux via une télé, via un smartphone, via une tablette, via un PC portable ou un PC fixe, enfin ce que vous Mhm. avez sous la main entre guillemets, et tout se fera en ligne, donc c'est du cloud gaming via les data centers de Google. Donc voilà. Et donc pour le nom, le fameux nom de Stadia, Mhm. un petit moyen mnémotechnique qui va vous permettre certainement de enfin le maîtriser et de vous le rappeler. Ça, je pense surtout Polo. C'est parce que donc du coup j'ai écouté une interview de Phil Harrison, donc c'est un peu le grand boss de chez Google maintenant, alors, qui est passé par Sony et Microsoft aussi, donc il connaît très bien le jeu vidéo. Et il expliquait le pourquoi de Stadia. Donc Stadia, c'est le pluriel de Stadium, donc stade en latin, on va dire, et en anglais. Et donc en gros, c'est des stades, donc sont différents endroits où on peut avoir du divertissement, sortir un peu voilà, comment dire, essayer de voir un petit peu des nouvelles choses, découvrir des nouveaux univers, etc. Et dans les stades, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y jouer, interagir, faire du sport, etc. Mais de l'autre côté, on peut aussi être spectateur, Mhm. interagir avec d'autres spectateurs. Et donc, c'était un peu ça le concept de Stadia, c'est-à-dire à la fois pouvoir jouer et pouvoir partager son expérience, soit via YouTube, et on y reviendra, ou d'avoir accès au divertissement de manière très très rapide.
Ok, donc ça c'est pour le point. T'as tout dit en fait de ce que tu as pu en retenir? Non, évidemment que non. Il y a Non? beaucoup plus de choses, mais j'aimerais bien laisser la parole à d'autres personnes. Ok, ça marche. Ce Alors qui est Stuff, important, ce qui est important, je bon, pense, de ouais, dis-moi. rappeler sur, la grosse, je pense que vraiment le point important sur Stadia par rapport aux services de streaming, on en reparlera, qui existent déjà, Mhm. c'est que c'est non seulement la première expérience de Google, mais c'est aussi la première fois qu'on a une plateforme qui est vraiment créée pour le streaming. C'est-à-dire que c'est vraiment des développeurs qui vont développer des jeux spécifiquement pour cette plateforme-là. C'est pas juste des PC qui tournent ou des PlayStation 3 ou 4, comme c'est le cas sur le service de Sony. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. C'est la première fois qu'on a une console qui est vraiment complètement dématérialisée sur un data center. Et une Alors, plateforme qui est complètement pensée pour un écosystème en fait. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, donc Stuff, là c'est de la base jusqu'à la finalité, donc l'usage du joueur, ça va être tout dans l'écosystème Google est fait pour être très rapidement accessible. d'accord. Alors Stéphane, est-ce que il y a vraiment zéro annonce au niveau matériel, donc il y aura aucune console derrière, aucune manette, ou est-ce qu'il y a quand même du matériel annoncé? Alors, Et est-ce qu'on a vu un peu la tête de l'interface ou pas? Ou ça reste une inconnue? alors, on a vu des petits bouts d'interface, mais qui sont notamment, des bouts d'interface, par exemple, qui permettent, par exemple, de basculer d'une session sur YouTube à un jeu avec un bouton. Et donc, au niveau matériel, ouais, donc il n'y a pas de console, mais par contre, il y a quand même une manette qui n'est pas obligatoire. Il faut savoir qu'on peut jouer avec ces manettes, avec les manettes qu'on a déjà. Obligatoire pour la télé. Par contre, c'est ça, voilà. Par contre, elle apporte des services en plus, et notamment des boutons pour partager directement ses parties sur YouTube, et aussi pour accéder à Google Assistant. Et cette manette, par contre, elle est obligatoire si on veut utiliser, par exemple, un Chromecast. Cette manette, en fait, la manette est directement connectée au service. Elle se connecte pas au Chromecast, elle se connecte directement au service en Wi-Fi. Et donc, il y a une intégration spécifique par rapport à ça. Mais on peut très bien aussi jouer avec les manettes qu'on a déjà, toutes les manettes qui sont compatibles, notamment. Je sais pas, j'ai plus retenu la liste de ce qu'ils avaient présenté dans la conf, mais Voilà, je pense que c'était le Xbox, le DualShock, ça c'est. Mais voilà, Phil Harrison a bien précisé que ça sera dans un usage ordinateur portable ou ordinateur fixe. Ouais. Dès lors qu'on sortira de ce standard-là, y compris pour jouer sur smartphone, etc., il faudra passer par la manette, en fait, puisque, comme l'a dit Stuff, et c'est très important, Stéphane, c'est la manette Stadia va se connecter en Wi-Fi directement au data center, donc au serveur de Google. Ouais, mais ça c'est hallucinant. Je n'ai pas expliqué pourquoi, c'est simplement pour. Enfin, ce qui est précisé, c'est pour essayer de limiter la latence au maximum par rapport au jeu. Effectivement, si le jeu et la manette sont sur le même point d'accès à distance, il y a moins de chances qu'il y ait une latence entre le jeu et la manette. Néanmoins, moi j'ai quand même une petite réserve, c'est que il y a quand même forcément une latence entre la manette qu'on a là, l'accès donc au Wi-Fi avec notre box et après le lien vers l'accès distant. Mais en gros, c'est la justification principale de Google pour l'utilisation d'une manette en Wi-Fi connectée au serveur. Ouais, t'ajoutes un aléa avec la manette si elle n'est pas connectée en direct au device en fait, parce que pour le coup, ça dépend de ton réseau Wi-Fi quoi. Exactement. Alors Julien, cette manette, on en a vu des photos un peu circuler. Alors il y avait il y a eu déjà des premières photos en amont de la conf qui ont circulé de manette, et plein de gens ont dit ah oui non mais c'est pas la manette officielle, c'est qu'un mock-up machin. Enfin donc faut pas critiquer parce que c'était effectivement pas des photos, clair, c'était un brevet qui a été qui a été posé il y a quelques mois par Google, et voilà, et quelqu'un qui c'est un designer, je sais plus s'il était chinois, asiatique en tout cas, ça c'est sûr, qui avait donc réalisé ça, et ça a évidemment fait le tour de la toile. Ok, et Julien, là, donc la manette qui a été montrée cette fois lors de la conf, c'est la vraie ou c'est un mock-up aussi? Bah non, c'est ça qui est fou, c'est qu'a priori c'est la vraie, qui ressemble quand même méchamment au mock-up. Elle est moins angulaire, quoi. Mais ouais, c'est tout, elle est juste plus arrondie, mais honnêtement, c'est. Alors, après, sur MO5, sur la sauce MO5 qui fait des podcasts, il y avait justement un podcast sur l'histoire des manettes, qui est très intéressant, et qui arrivait à la conclusion qu'on était arrivé à peu près au stade ultime, entre guillemets, de la manette, pour des raisons d'ergonomie, de taille de main. Donc, finalement, elle correspond à la manette Xbox, la manette PS4. Enfin, on est dans les standards. Elle est logique en termes de prise en main.
Ça me fait beaucoup penser au Pro Controller en fait Ouais. de la Switch, mais pareil avec quand même les sticks qui sont positionnés façon symétriques. c'est un mélange des trois un peu. C'est ça, c'est vraiment un mélange des trois. Et elle vend pas du rêve physiquement. Mais, c'est clair. Après, c'est Google. Fonctionnel ou voilà. Ouais, c'est l'ergonomie qui fera le tout, quoi. C'est quand on l'aura en main qu'on pourra se rendre compte. On n'a pas les notions de poids, on n'a pas les notions de vibration. Ils ont rien dit sur les vibrations, sur les retours. Enfin, il y a encore quand même beaucoup d'inconnus. Si, ce qui est sympa, c'est le petit clin d'œil au Konami Code. Oui, derrière. Ouais. C'est cool. C'est quoi c'est cool, mais en fait, c'est le truc de geek, quoi. Ouais, derrière, t'as le Konami Code, tu sais, Baba, qui, ils l'ont implanté. Il y a les dessins qui sont marqués derrière. D'accord. Et en fait, là, si tu vas sur le site Stadia.com, j'ai expliqué pourquoi. Stadia.com, et que tu fais le Konami Code, du coup, ça t'amène sur la manette, justement, en 3D, que tu peux visualiser en 3D sous toutes ses coutures. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Est-ce qu'il y a une petite caractéristique différenciante du genre, il y a le bouton share, mais évidemment, là, ce sera share sur YouTube directement. Hein. À part ça, t'as rien d'autre? Si. Alors, si. T'as la manette pour... t'as le bouton pour Google Assistance. Qui est, sur la manette chip de Nvidia, si je dis pas de bêtises. Enfin, pareil, un équivalent. Voilà, qui est implanté dedans. Alors attends, au niveau des boutons, que je refasse les boutons de base, tu as donc le bouton Share, le bouton Google Assistance, et tu dois avoir un troisième bouton. Le truc central en bas là. Ouais, qui doit être une sorte de bouton menu, j'imagine. Mais donc concrètement, cette manette, elle est que Wi-Fi ou elle est Wi-Fi et Bluetooth, ou comment ça se passe au niveau des connectivités sans fil? Ou est-ce que tu as aussi de l'USB en plus, ou ils en ont parlé de ça ou pas? Non, ils ont juste dit qu'elle qu'elle accéderait en Wi-Fi au data center, mais pour l'instant, on ne sait pas plus. USB, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Ça paraît, pour la recharger, quoi. Voilà, mais ils n'ont pas annoncé si c'était rechargeable ou je sais pas quoi, rien. Enfin, t'as vraiment peu d'infos, quoi, finalement. Oui. A priori. Ouais, les deux autres boutons, t'as deux autres boutons, mais je pense que c'est plus des espèces de Start et Select, en fait, qui sont au-dessus. Ouais, oui. Faut bien qu'il y ait un bouton Start quand même. De toute manière, vu que les jeux qui vont être implantés sur Stadia vont être en bonne partie des jeux qui existent ailleurs, il faut naturellement avoir les mêmes touches que sur Xbox One, PC et PS4. Ça paraît naturel. C'est clair. On a fait le tour pour ce qui était des annonces, vous pensez? Non, après il y a quand même une annonce qui pour le coup est structurelle, on va dire, c'est la création de la division donc Stadia Gaming Entertainment, qui en gros va être à la fois une division et à la fois un studio first party. Donc on appelle ça donc un développeur qui va ne faire que des jeux pour Stadia, donc des jeux exclusifs Stadia. Et également cette division-là va gérer des titres seconde partie, on va dire, donc qui sont faits par des développeurs indépendants, mais qui là aussi vont être soit exclusifs à Google Stadia, soit vont avoir un bon long de fonctionnalités exclusives Stadia. C'est ce que Phil Harrison a dit, on l'a bien compris. Enfin, moi, j'ai entendu dans l'interview que c'est vraiment sur le contenu exclusif qu'il voulait mettre en avant son studio et division Stadia. Donc là encore, on va en savoir beaucoup plus parce que donc Phil Harrison nous donne rendez-vous tout simplement pour l'été pour savoir plus au niveau du catalogue de jeux, parce que ça c'est une donnée évidemment essentielle quand on propose une plateforme de jeu, même si elle est dématérialisée, c'est de savoir quels sont les jeux accessibles évidemment. Puis après il y aura évidemment la variable prix qui va évidemment être très importante. Oui, qui fait partie des inconnus d'ailleurs. On allait en parler en deuxième partie du coup de ce chapitre-là. Justement, je pense qu'on peut partir là-dessus. En fait, qu'est-ce que Google n'a pas dit finalement, Julien, d'après toi? Eh ben, il n'a pas dit tout bonnement ce que c'était. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit si on était sur un système comme a fait Microsoft d'abonnement avec accès à un catalogue de jeux, ou si on était sur un achat de jeux à l'unité. Et c'est quand même quelque chose de déterminant. Est-ce qu'on est sur du Steam ou est-ce qu'on est sur du Netflix? Pour le moment, moi, je pense que ce sera quand même plus du Netflix. Dans l'interview que j'ai entendu, que j'ai écouté, pardon. Alors Phil Harrison mesure vraiment tous ses mots, mais quand on lui parle de Netflix, il dit pas non. Il a dit par contre aussi, ça c'est très important, que les jeux qui seront accessibles via Stadia
ou plutôt à l'inverse. Les jeux qu'on achèterait à côté sur Steam ou d'autres supports, imaginons Assassin's Creed Odyssey qui était présenté lors de la conférence, on peut très bien l'acheter sur un autre support, là sur PC par exemple, et ben on ne pourra pas y jouer sur Stadia. C'est pas le fait d'avoir acheté sur PC qui le donnera accessible sur Stadia, c'est un écosystème propre. Le jeu a été repensé, remodelé visiblement pour cette plateforme-là. C'est aussi ce que disait tout à l'heure Stéphane, dans l'idée que ce n'est pas juste un service où on met des consoles ou des PC pour faire émuler un peu ce qu'on aurait chez soi. Là, c'est vraiment packagé, on va dire, sur Stadia, une version Stadia, on va dire. Et c'est basé sur Linux, donc ça nécessite de reporter le jeu sur Linux. En fait. Voilà. Et là, il y a quelque chose de très important. Parce qu'on n'a pas parlé de l'architecture, mais effectivement, avec une architecture sur Linux, alors moi, ça m'a fait un peu penser à SteamOS, c'est-à-dire que exactement, qui au final n'ont pas très très bien marché, parce que à part pas mal de jeux indépendants qui effectivement sont un peu moins coûteux à produire et un peu plus directement, ou dans lesquels les développeurs ont un peu plus la fibre open source, etc. Je vois mal des gros éditeurs faire sortir tout leur catalogue de jeux compatibles sur un système Linux et le remodeler pour Stadia. Et encore moins les mettre exclusifs Stadia. Voilà. Justement, ouais, Julien, ouais, tu voulais dire, il y a eu une liste de jeux annoncés ou rien du tout à ce niveau-là? Non, il n'y a pas eu de liste, mais par contre, ce qu'il y a eu, c'est l'exemple de Doom avec donc l'équipe de, je sais plus qui était là pour le. Il y avait id Software. Ouais, mais je sais plus qui était. Bethesda ou ouais. Enfin, oui, les développeurs de Doom sont venus pour dire, pour nous, le portage sur Stadia, ça a été très très facile. En quelques semaines, on avait réglé le portage. Bon, moi, j'ai souvenir de ce message-là à l'époque, ne serait-ce que de la Wii U, genre, oh, c'est très super facile. Ouais, donc je prends toujours ça avec des pincettes. On a vu que la console, elle a quand même beaucoup changé sur cette génération parce que tout le monde est parti sur les mêmes bases de développement et que ça a révolutionné un peu le game. Là, le fait qu'il y ait une petite conversion, ça reste, voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la puissance du matériel embarqué, des data centers. C'est dans le détail des specs, en fait, quand on passera ce chapitre. Mais... Voilà, on en parlera après, mais c'est vrai que là, on parle un peu d'un matériel qui serait plus puissant que les consoles les plus puissantes qu'on a actuellement. Ouais. Voilà. Mais sur le prix, je serais pas étonné qu'il y ait les deux, qu'il y ait à la fois une formule d'abonnement et peut-être certains jeux qui seraient plus premium, et on pourrait imaginer que pour ces jeux-là, faudrait les acheter séparément. Ou, comme Nvidia, en fait. Vraiment, c'est tellement flou que... Oui, comme Nvidia. Donc finalement, on connaît pas le prix, on connaît pas la liste des jeux, on sait quand même sur quelle plateforme ça pourra tourner, ça je pense qu'ils en ont parlé. Je crois qu'il y a quand même 2-3 jeux qui ont été montrés dans différentes parties de la conf. Il y a pas des trucs très récents, parce qu'il y avait notamment une démo avec Rise of the Tomb Raider qui est quand même pas tout jeune. Il m'a semblé avoir vu passer qu'il y avait aussi des images de Final Fantasy XV, je crois, qui étaient dans une des vidéos, mais je sais pas. Voilà. Mais il n'y a aucune liste de jeux. Il y a quelques. On sait juste qu'effectivement, il y a id Software, il y avait un développeur indépendant aussi. Je sais plus qui oui, ceux qui ont fait Rime, c'est Tequila Software. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, ce qu'il faut préciser, c'est que cette conférence, elle a été tenue à la GDC, donc la Game Developers Conference. Donc le message, évidemment, que ça parlait quand même au public et c'est de frapper fort en disant, voilà, nous, on s'intéresse au gaming, etc. Mais ce qui me paraît quand même important, c'est de dire que là, c'était une opération de séduction aussi pour les développeurs. Parce que quand on annonce comme ça un nouveau support de jeu, qu'on dit, ce sera disponible dans l'année, voilà, on ne sait pas trop dans l'année. Là, c'est allez, venez nous contacter, faites des jeux pour Stadia, histoire que comme ça, à l'été, on ait un joli catalogue à vous proposer. Là, pour l'instant, même s'ils ont dit qu'il y avait plus ou moins 1000 développeurs qui étaient en contact avec eux, en partenariat, etc. Pour l'instant, c'est quand même pas très tangible tout ça. Donc, on ne sait pas si c'est beaucoup de petits jeux ou s'il va y avoir beaucoup de AAA, des jeux qui vont faire un peu vendre du rêve, quoi. Même si j'aime beaucoup les jeux indépendants, c'est pas le sujet. Mais pour l'instant, ça reste quand même très très flou. Donc là, c'est une opération de séduction avant tout pour les développeurs. Ouais, pour le grand public, c'est surtout l'histoire de présenter le concept un peu. Ça m'a fait penser un petit peu à la vidéo de la Switch qu'il y avait eu tout début, enfin avant le lancement officiel, et qui était vraiment de vendre l'idée en fait. Et là, je pense que pour le grand public, c'est surtout de vendre l'idée d'un
d'une nouvelle génération de jeux vidéo où tout est dématérialisé. Mais après, c'est pas encore le moment de parler de prix et de Non, puis catalogue. peut-être que c'est pas. Après, bon, je peux peut-être me Parce que je tromper. pense tout simplement qu'ils sont pas encore pris, qu'ils sont peut-être pas encore finalisés là-dessus, tout C'est simplement. ce que je pense. Je pense que c'est Ouais. pas encore finalisé. Un autre élément aussi qui me semble intéressant, parce qu'on a parlé de la création de l'entité du studio Stadia, voilà. Donc Jade Raymond qui a été embauchée il y a vraiment pas longtemps, hein, elle a annoncé ça le 2 mars, je crois, qu'elle était donc VP donc vice-présidente d'une division de chez Google. Concrètement, l'entité est toute jeune, les personnes commencent tout juste de travailler, donc il me semble assez évident que à la fois pour le catalogue de jeux, notamment les first party, donc les jeux exclusifs, et également pour tout ce qui est politique tarifaire, c'est pas encore défini, c'est pas encore gravé dans le marbre, je veux dire. Ah non, enfin, en vue des invités en plus dans la salle, oui, de toute façon, c'était une opération de com plus d'abord pour les éditeurs de jeux et montrer au grand public que ça va arriver. Mais effectivement, je pense que là, on n'est pas encore sur l'opération séduction du grand public. Clairement. D'accord. Vous voyez d'autres choses qu'ils auraient pu oublier de dire, bon, même si effectivement, comme on le dit, c'était pas à destination du grand public, donc ils étaient peut-être pas obligés de tout lâcher non plus à ce moment-là, d'autant plus que c'est jeune. Mais quels sont les autres éléments? Je pense qu'on a un peu tout passé en vue. Hein, Non, il y a des éléments sur lesquels il y a quand même pas mal de silence, notamment, alors ça on a eu des infos après, mais sur le débit nécessaire pour faire fonctionner correctement les jeux, parce que donc on parle de. Ça, j'ai une déclaration de Google, hein. On pourra en parler tout à l'heure. Ah, c'est Phil Harrison, hein, il me semble, hein, qui aussi du coup a évoqué ça, mais parce que donc, lors de la conférence, on nous promet donc du gameplay donc du jeu vidéo en 4K, HDR, 60 images par seconde au lancement. Et à l'avenir de la 8K carrément avec plus de 120 images par seconde. Enfin là c'est complètement délirant à mon sens. Mais voilà, ça c'est quand même ça fait partie de la promesse et des promesses fortes de Google, mais on ne sait pas de l'autre côté quel débit sera nécessaire pour atteindre ces niveaux de performance et de qualité. D'accord. On a déjà une petite idée puisqu'il y avait eu la démo de Project Stream. À laquelle on n'avait pas eu le droit malheureusement par chez nous, mais et qui apparemment, enfin moi j'ai lu un article c'était de Digital Foundry de Eurogamer qui publiait déjà des petits benches notamment en latence et qui comparait notamment justement par rapport à Project Stream. Apparemment il y a déjà eu des petits progrès là-dessus par rapport à ça, mais ouais, donc il y avait déjà un petit peu quand même cette petite donnée-là, sachant que par contre Project Stream c'était du Full HD en 30 FPS, je crois même. La promesse de Project Stream c'était 1080p 60 FPS, mais effectivement la plupart des joueurs se plaignaient un peu d'avoir du 1080p 30 FPS. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je crois que l'Assassin's Creed Odyssey qui était présenté, qui était utilisé pour la démo, était à 30 FPS. Oui. Mais a priori, il parle de 25 mégabits pour du 1080, 30 pour de la 4K. Ce qui peut être cohérent, ce qui est quand même fort, hein, ce qui est quand même du gros débit. Oui. Et derrière, après, Google met en avant le fait qu'ils aient des data centers partout dans le monde pour justement essayer de minimiser, un peu comme ce que fait Netflix aussi, les délais de connexion, minimiser les temps d'attente. Pour du coup, la promesse aussi, c'était de pouvoir, dans les 5 secondes, lancer son jeu. C'est-à-dire que vous êtes sur un réseau social, on dit, tiens, voilà, je joue, ou tiens, une pub de Assassin's Creed Odyssey. C'est marqué jouez-y maintenant, un truc comme ça, et on clique dessus et en 5 secondes on est dans le jeu, quoi. C'est quand même une promesse qui est quand même assez folle et qui pour le coup est franchement avenante, parce que là par contre ça parlera à tout le monde, quoi. De ne pas avoir à télécharger son jeu, avoir à l'installer, etc. C'est quand même une plus-value qui est pas déconnante. Carrément. D'ailleurs, tu me fais penser à un truc qui a été annoncé et dont on n'a pas parlé. C'est que, bon, même si ça paraît évident, mais c'est quand même cool, c'est le fait que ton jeu, tu peux commencer sur un device, t'arrêter en pleine partie, reprendre sur un autre, etc. Et faire, voilà, ça c'est. Je sais pas si c'est supporté ça sur les services actuels du genre celui de Microsoft ou Sony. Sur celui de Sony, il gère la sauvegarde cloud en fait de la PS4 et de la PS3, donc on peut très bien. Ça sauvegarde l'état du jeu carrément sans que tu aies à sauvegarder ta partie ou? Je crois que tu peux carrément utiliser tes sauvegardes cloud en fait. Moi je sais que j'ai continué des jeux sur PS Now que j'avais commencé sur ma PS3 en natif. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que. Point de sauvegarde. Oui, c'est au point de sauvegarde. Moi je parle de sauver carrément l'état.
Le seul qui gère à peu près ça, c'est le passage entre Windows 10 et la Xbox quand tu as un achat partagé. Mais pareil, souvent tu reprends en fait au point de sauvegarde. En fait, il y a que le Remote Play qui te permet vraiment de faire ça. Voilà. Non, en local, quoi, même ou distant, mais ouais, en remote. Oui, le Play Anywhere, en fait, sur de Microsoft, tu reprends au dernier point de sauvegarde automatique. Bon, je pense qu'on a fait le tour là du coup de ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. On va peut-être passer du coup aux détails techniques, justement. On commençait à en parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent justement? Moi, j'aimerais déjà qu'on parle de la puissance. En fait, ça c'est vraiment important. Et là, j'ai mes notes là juste au-dessus. Et ils s'amusaient à comparer Stadia aux consoles les plus puissantes actuelles, donc les modèles pro entre guillemets des PS4 et Xbox One, donc la PS4 Pro ou la Xbox One X. Et donc, Stadia se situerait au-dessus de tout ce petit monde-là. Donc, la PS4 Pro, 4,2 teraflops, donc en ce qui concerne le GPU, on ne va pas parler du CPU là. Xbox One X, 6 teraflops et Stadia, 10,7 teraflops. Alors, c'est sympa, c'est-à-dire qu'en gros, on vous annonce ça va être plus puissant que la console la plus puissante du marché. Que les deux réunis, même. Oui, voilà, c'est ça, que les deux réunis, pardon. Voilà. Mais c'est très sympa, mais enfin, si on compare à la plus puissante actuelle, donc la Xbox One X, finalement, on n'est pas non plus, c'est pas deux Xbox One X non plus, quoi. Et je veux dire, là, on parle quand même de consoles, certes en version pro, mais qui sont en fin de cycle. Donc, finalement, est-ce que ça va pas se retrouver d'ici un an ou deux, c'est ce joli 10,7 teraflops. Ce qui va pas nous paraître un peu plus modeste, quoi. Alors deux choses déjà, vu l'évolution technologique, je pense que là on est quand même quasiment, on n'est pas à x2, mais on est quand même pas loin, parce que 6 teraflops versus 10, on est quand même à un peu moins de la moitié. Et je suis pas certain que les PS5 et éventuels Xbox Two justement, il y a des annonces là-dessus plus puissantes. Néanmoins, aussi l'autre élément, et ça pour le coup, Google a été assez clair, c'est de dire que leur plateforme est évolutive. Donc, si Google le veut, d'ici un an ou plusieurs mois, ils feront évoluer la plateforme et donc la puissance potentielle de Stadia au fil du temps. Donc ça, encore une fois, c'est une variable qu'eux peuvent ajuster quand ils veulent. Elle est non seulement évolutive, mais il y a aussi la possibilité de coupler, enfin de bénéficier en même temps. de plusieurs GPU simultanément avec une instance de jeu. Donc juste pour alimenter. On peut plus vraiment faire de comparaison avec ce qui est actuel, puisque de toute façon tout est décentralisé et tout est sur le data center. Donc effectivement ça peut très bien évoluer. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas complètement ce qui est annoncé, c'est à la hauteur d'un PC, d'un bon PC, quoi. Oui. C'est pas non plus, disons que si c'était annoncé en début de gen, je trouverais ça complètement ouf, en fait, en vrai. En fin de gen, ça relativise le truc quand même. Enfin, c'est un avis perso. Je pense que c'est pas trop leur but non plus de dire que c'est le truc le plus puissant du monde, parce que ça, on a vu avec la Xbox One X que c'est de toute façon un marketing qui marche pas très bien, parce que la plupart des joueurs, la puissance, c'est pas forcément ce qui leur importe le plus. Mais je pense que le message, c'est plutôt de dire que c'est pas du petit jeu, quoi. C'est vraiment, vous allez vraiment pouvoir jouer à des vrais jeux de très bonne qualité en streaming. Et puis quand Google dit, actuellement on est capable de faire du 1080p à 30 ou 60 fps, ça fait pas rêver les pros, les hardcore gamers PC. Faut être clair. Même quand on dit la 4K peut-être, enfin au lancement, on sait pas trop quand. On sait très bien qu'on va pas, Google, je pense, ne veut pas forcément aller chercher le hardcore PC qui de toute manière aime bien bidouiller, mettre sa nouvelle carte dernier cri, avoir le ray tracing ou ce qu'on veut. Là, on est quand même sur une autre cible qui, à mon sens, est plus large. On est d'ailleurs, c'est le petit pic, mais c'est de l'AMD. On n'a pas dit dedans, mais donc le GPU a été modifié par AMD, donc le concurrent d'NVIDIA, qui évidemment, tout à l'heure Julien l'a dit, a aussi son propre service de streaming, GeForce Now. On en reviendra peut-être un peu là-dessus. Mais donc en gros, Google est parti de cette architecture-là pour essayer d'ouvrir une autre voie, parce que tout le monde voit qu'il y a quelque chose vers le streaming. Tout le monde pense au Netflix du jeu vidéo et a raison.
mais voilà, eux, ils essaient de dire, voilà, vous pourrez avoir des jeux parmi les meilleurs actuels, les plus jolis actuellement, et des jeux indépendants sur notre plateforme. Reste à savoir justement le coût, encore une fois, qui sera déterminant, parce que moi, je veux bien avoir un Stadia qui est quasiment 2 fois plus puissant qu'une Xbox One X. Si ça me coûte 10 € par mois, ça va. Ouais, c'est ça, on y reviendra au prix. Oui, alors la dernière rumeur, 12 février 2019, entre 12 et 14 teraflops pour la PS5. Finalement, on serait pas si loin quand même. Hein. Ça atomiserait pas le chiffre. Hein. Oui. Ça reste une rumeur, mais. Alors, d'une part, rumeur, d'autre part, tu es sur Sony, mais de toute façon, a priori, les consoles de la prochaine génération, ça pourra aussi être évolutif dans le sens où ça fera appel à des aides de serveurs en plus de la puissance brute de ta console. La promesse est de dire, ce que Xbox avait déjà promis avant. Oui, ça c'est le problème. Voilà. Mais normalement, ça devrait marcher pour la prochaine génération. On pourra faire appel à la puissance d'un serveur pour compléter derrière. Donc, je pense ouais, ou alors on verra peut-être aussi de nouveau des déclinaisons pro et parce que moi, je pense des nouveaux modèles. Voilà. Quoi. Je pense que c'était une des limites de l'utilisation du cloud pour les calculs, notamment parmi les grandes promesses d'Xbox, et on l'a vu sur Crackdown 3, hein, d'ailleurs, pour faire un petit pic gratuit, c'est qu'on ne peut pas d'un côté vendre du matériel tous les 2 ans, enfin des nouvelles versions tous les 2-3 ans de sa console en disant mais non mais ça change tout, il faut vraiment l'acheter, etc. Et de l'autre côté dire non mais en fait la moitié du calcul c'est fait sur du cloud, donc vous n'avez pas besoin d'avoir le truc dernier cri. Encore une fois, on peut segmenter sa gamme et avoir on va dire une sorte d'Xbox One X, Xbox One S, oui, qui serait compatible cloud, etc. Et avoir des jeux parmi les plus beaux actuellement un peu moins bien, mais bon, vu qu'on a une console qui est moins chère, ça passe, et on aura un abonnement payant par exemple pour soutenir ça. Et de l'autre côté, la Xbox One ou chaton, qui du coup vous permettra d'avoir tous les meilleurs jeux en local en fait. C'est soit de la segmentation, soit les constructeurs vont être quoi qu'il arrive bridés par leur volonté de vendre du hardware, donc vendre des machines. Et de l'autre côté, un Google qui lui dit non, moi j'ai rien à vendre, hein, moi c'est juste mon service, et après vous débrouillez, ils ont leur épingle à jouer. Ouais, ok. Ouais, sur la partie puissance, je suis bien d'accord. Donc ça, on va voir ce que ça va donner. Et alors après, on en avait un petit peu parlé tout à l'heure. C'est justement les modalités d'accès au service, hein, la jolie petite clé, à savoir le goulot d'étranglement du sablier de ta connexion Internet. Donc en gros, qui va pouvoir en profiter ? Alors ce qu'ils annoncent, hein, en fait, eux, dans un tweet, je crois, si je me trompe pas. Donc pour avoir du 1080p, est-ce qu'ils précisent si c'est en 30 ou en 60 fps ? Non. Il faudrait, je suppose que c'est du 30, entre 22 et 25 mégabits seconde. Donc en gros, la plupart des gens ont une connexion ADSL, enfin je parle en ruralité, hein, qui est estampillée 10 mégas, et encore 10 mégas c'est du théorique, on va dire qu'en réel ils sont peut-être à 7. Donc bon là je pense qu'il parle d'une bonne qualité, hein. Il précise bien bonne et haute qualité en 1080p. Donc après bon ça marche quand même quand tu as moins. On a pu d'ailleurs en faire l'expérience avec le service d'NVIDIA sur Shield TV notamment, hein, oui. Damien. Enfin, oui, peut-être d'autres aussi autour de la table. Oui. C'est d'ailleurs, enfin, c'est étonnant. Finalement, c'est pas si mauvais, quoi, en fait. Hein. Ça reste quand même jouable. C'est clair qu'on n'a pas de la qualité console, mais c'est quand même. Moi, j'avais surtout essayé le PlayStation 5. J'avais essayé, et notamment avec des jeux comme Mortal Kombat X ou Street Fighter 4, et il y a des petites latences qui sont perceptibles de temps en temps. Il y a des artefacts qu'on voit des fois de compression qui apparaissent, notamment sur les jeux en 60 fps, mais ça reste très jouable en fait. Pas du tout, on n'est jamais vraiment gêné en fait par la latence. Honnêtement, j'étais agréablement surpris, franchement. Si on ne joue pas en ligne. Voilà. Si on joue pas en ligne. Voilà, parce que j'imagine mal jouer à un FPS du moment en complet streaming et me dire ouais, c'est bon, je suis pas du tout désavantagé, j'ai quelques petits glitches, bon, c'est pas grave, j'ai loupé une hitbox, j'ai loupé un mec. Encore une fois, c'est pour ça aussi que je pense que alors l'évolution technologique avancera et on aura peut-être un jour très peu de latence et donc ce sera accessible pour tout le monde, mais pour l'instant les gros gamers vont continuer à rester sur leur PC surpuissant, connectés en filaire au réseau, et voilà, les autres joueront autrement, mais sur du solo. L'autre, tout à l'heure, j'ai voulu rebondir et j'ai laissé Stéphane avancer, mais quand il disait qu'on pouvait avoir différents
data center qui bossaient sur le même jeu. Un exemple qui était intéressant, je trouve, dans la conférence de Google, c'était sur l'écran partagé. Le fait de jouer en local, c'est vrai que c'est un mode de jeu qu'on oublie un petit peu. Ah ouais, super exemple. Ouais, vas-y. Complètement abandonné l'idée de faire de l'écran partagé parce que c'est vrai que les jeux sont de plus en plus beaux globalement. Et donc, du coup, pour couper l'écran en deux, il faut calculer 2 fois le jeu. Donc, ça décourageait un peu des développeurs ou alors le jeu était beaucoup moins beau. Et donc là, Google dit, nous, on a la solution. Ça tourne sur 2 data centers séparés. Donc le jeu il est en top qualité et voilà, donc les développeurs, pas de problème, vous nous dites que vous voulez du multi-support et hop, enfin du multijoueur pardon, et nous on s'occupe de tout. Bon, c'est un peu aucun souci, il faudra juste 2 comptes Google et 2 cartes bleues. Il n'y a pas de problème. Ça on ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas, j'ai trouvé assez intéressant là où tout le monde parle du jeu en ligne. Moi je suis assez attaché, alors j'aime beaucoup le jeu en ligne, mais j'aime aussi beaucoup le jeu en local et j'ai regretté le fait de notamment sur PC de pas avoir beaucoup de jeux en écran partagé et je trouvais intéressant d'en parler. Voilà. Non, mais carrément, c'était un truc assez cool qu'ils ont mis en avant pour le coup. Enfin là, ils apportent quelque chose. Je pense que la recette du succès, ça va être bien sûr le prix, bien sûr le catalogue, etc. Mais ça va être aussi le fait qu'ils ramènent des petits trucs en plus par rapport aux autres, parce que finalement les autres ont quand même une longueur d'avance par rapport à eux. Et donc s'ils viennent un peu après les autres, il faut qu'ils aient de la valeur ajoutée, quoi. Et puis qu'ils remettent des choses finalement, parce que c'est comme tu dis Damien, le multi en écran partagé, c'est quelque chose qu'on avait avant. Le fait de pouvoir démarrer un jeu en 5 secondes, c'est ce qu'on avait avant, et c'est des choses qu'on a complètement perdues. Et je pense qu'il y a la promesse. Alors, le jeu en 5 secondes, moi j'y crois moyen, mais on verra en pratique. Mais en tout cas, s'ils arrivent à faire ça, ouais, effectivement, on pourra retrouver pas mal de choses qu'on a perdues au fil des générations. Et qui vont vraiment parler au grand public. Ouais, parce qu'un jeu accessible tout de suite, comme là, vous avez un service de streaming vidéo ou streaming audio, vous voulez une musique, vous lancez, vous l'écoutez tout de suite, quoi. C'est quasi instantané, j'exagère un peu, mais c'est quand même pas loin d'être ça. Si demain on arrive à une proposition comme ça sur du jeu vidéo, non mais ouais, à les écouter, c'est même encore plus rapide qu'avant. C'est-à-dire, t'as même pas à insérer ta cartouche de jeu et puis à basculer le bouton power. Quoi. Là, c'est Ouais. Non mais ça peut être un vrai changement de paradigme pour le jeu vidéo. On l'entrevoit depuis plusieurs années maintenant. On va y tendre d'une manière ou d'une autre, même si ce sera pas 5 secondes, ce sera peut-être n'importe quoi 10 secondes pour accéder à ces jeux, mais on va y être. Et surtout que d'un autre côté, ce qu'il faut bien voir, c'est que les jeux, alors pas tous, mais les gros AAA qui mettent des années à produire et qui sont de plus en plus lourds sur nos disques durs, y compris de nos consoles, on parle de 50, 60, 90 gigas, 100 gigas, même avec une bonne connexion, c'est un temps où en fait on est complètement inactif, on télécharge, voilà, allez, c'est bon, je vais le télécharger, etc. Après, on l'a téléchargé, il faut l'installer. Ah, super, génial, je l'installe et tout ça. Bon, après, normalement, avec un peu de chance, ça marche. Mais il y a quand même tout un temps où on souhaite jouer et on ne peut pas jouer. Et c'est une frustration. C'est une frustration qu'on connaît de plus en plus et ça va pas décroître parce que les jeux vont de plus en plus beaux, donc de plus en plus lourds, et il faut pouvoir répondre à ça. Et le streaming, même si c'est pas une technologie parfaite, elle peut répondre à cette frustration-là. Ouais, ce que je pense des consoles actuelles, c'est vraiment les inconvénients du PC avec les inconvénients de la console, quoi. C'est-à-dire que t'as une console, c'est censé être de l'instantanéité, mais tu dois quand même installer tes jeux. Enfin, bref. Sans parler des patchs, des mises à jour perpétuelles qui font tiens, je vais le lancer. Ah non, il y a une mise à jour. C'est quand même pas comparable au PC. Parce que, non, quand même pas, je suis d'accord. Ok, t'as la mise à jour du jeu, mais t'as pas la mise à jour de tous tes drivers, de ta carte graphique, de la carte son, du machin. Non, je suis d'accord, ça reste une console. Ça reste une console, mais tu commences à choper des inconvénients du PC que t'avais pas avant, quoi, pour le coup. Non, mais par contre, ça pointe le doigt sur quelque chose d'important quand même, qui sont les mises à jour, qui maintenant, dans les jeux vidéo, sont une partie très importante. Et ça veut dire que là, pour les développeurs, il faut aussi refaire une mise à jour pour ces services-là. Et ça veut dire que des problèmes inhérents avec certaines mises à jour, là, elles seront faites automatiquement, donc on ne pourra pas revenir en arrière. Parce qu'il arrive à certaines personnes de ne pas faire des mises à jour pour des raisons X ou Y, parce que ça change la difficulté ou autre. Ah oui, non, mais là, c'est mort, là, t'as plus la main dessus, quoi. On n'a plus la main sur rien. Donc, bon. Mais en fait, si tu regardes le truc, en fait, première étape, tu étais obligé à l'époque d'aller, par exemple, sur Clubic, de télécharger ton patch, de l'installer manuellement. C'était quand même assez chiant, quoi. Surtout que ça revenait souvent, quoi. Tu prends Warcraft 3, les patchs, il y en a eu quand même une palanquée. L'étape d'après, c'est Steam ou le client de téléchargement de Blizzard, quoi. Pareil, qui va te les télécharger en auto. Donc déjà, tu t'en occupes plus, donc c'est quand même, je veux dire, pour l'utilisateur, c'est quand même une avancée, quoi, faut le dire clairement. Enfin, même si dans le cas que tu cites, pour le coup, c'est un recul.
Mais on va dire en termes d'ergonomie, ça reste quand même une avancée. Et là, c'est vrai que c'est encore l'étape suivante, quoi. Finalement, c'est la 3e étape de la mise à jour où là, t'as même plus à les télécharger, quoi. Je veux dire, c'est téléchargé côté serveur en 2 secondes parce que le patch il doit être déployé en LAN sur du gigabit, donc ça se fait mais en un clin d'œil. Et toi, en tant qu'utilisateur, tu t'en occupes même plus, quoi. C'est plus ton sujet, quoi. Ouais. Et là, pour le coup, il y a une vraie promesse qui est tangible pour tous les utilisateurs. Ouais. Ça, Et après, en contrepartie, comme disait Julien, tu perds la main sur quelque chose. C'est-à-dire que tu n'es plus propriétaire de ton contenu. Il y a plus de boîte, il y a plus de disques. Les mises à jour, tu es obligé de la mettre, quoi. Si jamais elle enlève, si c'est une mise à jour récessive, par exemple, ça peut arriver. Peut-être pas trop dans le jeu vidéo, mais ça peut arriver. Mais t'as plus la main sur que dalle, quoi. Et puis les jeux peuvent disparaître aussi, c'est ça. Voilà. Mais ça, encore une fois, alors c'est déjà le cas sur le Game Pass. Voilà, je le déplore, mais il est évident que depuis plusieurs années, on voit une dématérialisation de tous les supports, y compris donc sur console, où maintenant, je crois que la plupart des jeux qui sont consommés sur les consoles sont dématérialisés. Effectivement, quand on achète un jeu sur le PSN, sur l'Xbox Live, sur Steam, le jeu ne nous appartient pas. C'est toujours une illusion, mais voilà. C'est du leasing, c'est une sorte de location, etc. Donc si le service s'arrête, si le fournisseur de contenu se dit bah non, moi ce jeu-là, je le rends plus disponible, et ben il est plus disponible et basta cosy. Donc on est déjà un petit peu dans cette récession-là d'un point de vue usage et pouvoir qu'on a sur les œuvres qu'on achète, même si on les achète pas complètement, mais on utilise le droit de les avoir. Donc ça c'est un peu illusoire. Quand je me rappelle sur PC, vous achetez même un jeu en boîte, il y a une clé Steam, donc bah voilà, ça c'était votre boîte. Je me rappelle aussi du dernier Call of acheté donc en Blu-ray sur PS4 et puis on le met dans la console et en fait on télécharge tout le jeu. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Donc il y a déjà. Les remakes de Shenmue 1 et 2 aussi qui étaient voilà. comme ça. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis que voilà, il faut ouvrir un peu les yeux et voir que on est dans le démat d'une manière ou d'une autre et que c'est pas parce que ce sera en streaming qu'on sera encore moins possesseur de nos contenus. Par contre, là où c'est important, c'est que le jeu, vu qu'il est repackagé pour Stadia et que du coup c'est une version un petit peu particulière, il faudrait pas qu'il y ait des différences. En termes de jouabilité, en termes d'accès entre les différents jeux, que même pour le développeur, tout à l'heure Julien, je crois, en parlait, de mettre ces mises à jour, parce que les jeux sont tout le temps mis à jour, très bien, mais du coup, il faut faire une mise à jour spéciale pour Stadia. D'accord, bon, ce sera peut-être pas tous les studios de développement qui pourront le faire. Voilà, il y a quand même plein de choses sous-jacentes qui sont évidemment pas évoquées par Google, mais qui pourraient être problématiques si c'est adopté par beaucoup de monde, s'il y a beaucoup de développeurs qui sont dessus. On ne sait même pas si Google prend des royalties et à quel point sur les jeux éditeurs tiers, il y a quand même beaucoup pareil d'inconnus et qui vont faire que l'écosystème va prendre ou pas, que la promesse va prendre à la fois du côté du public que du côté des développeurs. Alors, oui, on bifurque presque sur la conclusion parce qu'on était un peu dans le chapitre des specs. Mais pour en venir aux specs, donc finalement, qui va pouvoir profiter d'une bonne qualité? Donc déjà, en connexion ADSL, alors il y a peut-être le VDSL2, je sais pas combien tu montes quand tu es en VDSL2. Vers 35, je crois. Ouais, donc là, donc théoriquement, tu peux profiter de la bonne qualité 1080. Je pense 30 images secondes, comme je disais tout à l'heure. Oui. Après, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi donc en parlant un peu des concurrents potentiels et des débits, il y a Shadow qui existe, donc des Français de Blade, et qui là via la compression H264, donc compression d'image un petit peu plus légère. H265. 265 pardon, peut supporter en gros attention, on a un monteur vidéo, hein, non mais c'est pour ça, dans ma tête c'était H265 parce que justement il remplace le H264 et ça supporterait apparemment un débit de 15 mégabits seconde, donc encore inférieur à ce que Google a annoncé. Moi j'ai pu jouer à Dragon Ball Fighters en 4G sur un téléphone et c'était jouable. Attention, en bonne 4G tu éclates ton ADSL, hein. Je sais, mais on n'était pas à plus de 30 mégabits seconde, hein. Ça c'est certain. Mais tout ça pour dire que des solutions existent actuellement, même à moins de 30 mégabits seconde, et sont jouables. Alors j'ai pas dit en ligne, mais il y a une grosse dimension justement sur le mobile et à la fois sur la 4G et aussi sur la 5G. Bien sûr. Et une des promesses de la 5G, c'est de réduire également la latence. Donc je pense qu'il y a aussi ça en ligne de mire et pas que les connexions fixes. Mais par contre, effectivement, sur les connexions fixes, tu vas surtout avoir
du très bon ADSL ou de la fibre, mais en dessous ça sera un peu insuffisant. Ouais. Voilà, donc au final, pour bien en profiter, en 1080, il te faudra soit du VDSL2, soit de la fibre qui marche, parce que ça peut arriver une fibre qui ne fonctionne pas du tout. Je connais ça. Voilà. Ou alors, pourquoi pas 4G ou 5G à venir, quoi. Voilà. Ouais, en 4G+, ça passe. Hein. Ouais. Ouais, moi, je le teste souvent. Que ce soit le Remote Play ou le Shadow, et honnêtement, je suis stable et ça passe. C'est en termes de qualité, c'est top, quoi. En termes de qualité, j'ai pas de souci, ouais. Ok. Donc, et je pense de toute façon que Google a les moyens, va essayer d'avoir des accords privilégiés avec les fournisseurs d'accès. Ah ouais, pour les tuyaux. Ce qu'a fait Blade, ce qu'a fait Shadow. Oui. Il y a 4 bombings dans le feu. Mais au final, ça fait quand même encore un paquet de monde, parce que je pense que de la DSL en 10 mégas, c'est juste, enfin, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'ai pas de vrais chiffres, mais je pense que ça doit représenter dans les peut-être 80%, entre 60 et 80% des gens. Ça fait quand même entre 60 et 80% des gens, potentiellement, alors même si c'est pas un chiffre officiel, mais ça doit tourner pas trop loin de ça, qui pourront pas avoir la top qualité en 1080. Non, mais en 720, ça. Est-ce que c'est si gênant que ça sur un écran de tablette d'être en 720p? Non, je pense pas, non. Si tu joues sur une tablette, mais après, si tu veux en profiter sur ton écran de télé. Après, c'est toujours le même. Enfin, c'était toujours un peu le même débat, c'est de savoir effectivement. Il y a d'un côté, effectivement, le côté optimal. Après, il y a la tolérance des gens par rapport à ça. Et si on prend les exemples d'autres contenus qui ont déjà été dématérialisés, la musique, le MP3, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus audiophile, mais pourtant les gens s'en contentent largement. Parce que c'est pratique et parce que y a un son qui est correct et qui, de toute façon, la plupart des gens ne font pas trop la différence entre un MP3 et un fichier de définition. Et pareil pour le streaming. Le streaming, ça n'a pas la même qualité qu'un Blu-ray. Et pourtant, les gens, ils vont massivement parce que c'est beaucoup plus pratique. C'est ça. Et la plupart des gens n'ont pas forcément des exigences très, très élevées par rapport à... Comme on le disait tout à l'heure par rapport à la puissance, c'est le rapport vraiment entre ce que tu vas gagner en termes d'encombrement, en termes de prix, et l'autre côté, le rendu que tu vas avoir. Si le ratio il est bon pour toi, ça fonctionnera, même si c'est pas le top qualité et que il faut voir. Moi, j'allais dire le prix aussi, parce que autant, à 30 ou 40 balles, tu vas t'attendre à avoir un truc absolument top de chez Top. Autant à 10 balles, franchement, si c'est comme on le disait tout à l'heure en ADSL, quand tu as testé stuff des Street et des jeux de combat ou Mortal Kombat, tu avais dit, et que ça tournait finalement suffisamment bien. Mais comme j'étais sur du CPL, j'avais pas non plus un débit de fou. Je crois que j'étais à peine un peu moins de 100, j'étais quand même je crois que je devais être quand même à 80. C'est quand même confortable. C'est quand même moi j'avais. Mais sur de la fibre, forcément, toujours, ça tombe toujours trop bien. Mais même, PS Now, pareil, les prérequis sont assez bas quand même. Moi, j'avais essayé un Street, donc c'est quand même a priori exigeant en termes de latence et compagnie sur le service de Nvidia, qui est accessible gratuitement quand tu as une Shield TV. Sur un ADSL, donc 10 mégas, comme je disais, et franchement, ça faisait le boulot, quoi. Alors oui, c'était pas la qualité console, c'est clair. Et je paierais pas 25 balles pour ça. Maintenant, à 10 balles par mois, là, tu commences à réfléchir un petit peu, quoi. C'est clair. Voilà. Donc, on va en passer à la conclusion, à moins que vous ayez d'autres détails à rajouter sur le plan technique, purement technique. Ouais, parce que c'est passé vite fait, mais c'est tout l'aspect YouTube quand même. Qui est un peu dans le technique. T'as un bouton, t'es relié directement à YouTube, que ce soit pour streamer jusqu'à du 4K 60 fps, 60 images secondes, et le fait de pouvoir relier, de pouvoir jouer avec tes youtubeurs préférés, de les rejoindre dans les parties. Voilà. Pour toi, tu penses que ça peut mettre Twitch en péril? Je suis pas certain pas dans un premier temps pour moi, parce que, et c'est ce qu'on dit depuis le début, je pense que le public visé de hardcore gamer, ça va être compliqué, et que Twitch a quand même ce très fort potentiel sur du PUBG, sur des trucs qui, un peu costauds, et qui pourront pas y être tout de suite, parce que effectivement la latence va être rédhibitoire sur les jeux en compétition. Et puis ça dépendra si les youtubeurs le souhaitent ou pas, parce qu'en fait, c'est encore une fois, est-ce qu'ils vont jouer le jeu ou pas. Pareil, moi personnellement, si je regarde un stream, je veux pas forcément jouer avec la personne que je regarde, parce que si je joue, je la regarde pas, en fait. Je suis d'accord. Mais pour moi, c'est quasiment un non-sens. À l'inverse, ce qui est intéressant, c'est je suis bloqué, donc c'est aussi pour ça qu'ils montraient Rise of the Tomb Raider, si je dis pas de bêtises. Je suis bloqué dans telle énigme, je fais
ok Google, montre-moi un tuto Rise of Tomb Raider niveau 2, machin bidule. Et là, on a la vidéo tout de suite qui est en surimpression et ça nous débloque. Voilà, là, il y a un intérêt réel parce que on est dans l'usage, on est dans, bah tiens, j'ai pas besoin de prendre mon téléphone, ma tablette à côté ou mon PC pour un autre onglet pour voir, faire la recherche, etc. Là, c'est limpide. Le fait de rejoindre un YouTuber ou quelqu'un qui est sur Twitch pour le regarder, enfin pour jouer là où il était, ça peut avoir un intérêt, mais c'est pas comme ça que je consommerais la chose. Tiens, je rebondis sur ce que tu viens de dire, juste deux secondes. Est-ce qu'ils ont parlé d'une fonctionnalité qui permettrait à un tiers, qui est aussi abonné au service, de prendre tes commandes en fait pour t'aider dans un jeu? Donc là, c'est carrément encore mieux que le tuto YouTube, quoi. T'as carrément quelqu'un qui t'aide. Ça, c'était fait sur PS4, hein, normalement. Il y avait Ouais, mais ça a déjà marché ce truc, ou il y a des gens qui l'utilisent, ou comment ça se passe? Je pense pas. Je pense pas. La légende qu'on pouvait prêter ses jeux, tout ça, qui s'appelle Orio Kezak, quoi. Mais, non, après, c'est faisable vraiment. Ce qui est important dans les annonces de Google, c'est qu'ils veulent quelque chose de social. Évidemment, parce qu'ils ont la plus grosse plateforme sociale au monde, YouTube, et derrière on parle de milliards de personnes, hein, donc c'est évidemment pas anodin. Et donc ils essaient d'imbriquer la plateforme de gaming à leur plateforme vidéo. Et vu qu'ils souhaitent pousser la plateforme, le gaming sur la plateforme vidéo, justement pour concurrencer Twitch notamment, ça leur semble tout indiqué. Donc c'est pour ça qu'ils vont pousser toutes leurs billes en même temps pour essayer d'avoir l'impact le plus massif auprès notamment du grand public. Après, est-ce que voilà les gamers sont vraiment passionnés par ces fonctionnalités, ces deux merveilleuses petites touches? J'en suis pas convaincu. Même si je reconnais que la touche share par exemple sur la manette PS4, c'est un vrai bonheur quand on est professionnel ou même amateur de partage de ces parties. Parce que ça simplifie tout en fait. Donc moi je sais que je l'utiliserai, cette touche-là. Ok. Alors donc en conclusion, selon vous, c'est quoi les chances de succès de Google en fait dans ce domaine? Est-ce que pour vous ça peut vraiment révolutionner le jeu vidéo, et est-ce que ça peut démocratiser le streaming qui pour l'instant honnêtement ça existe déjà, mais ça concerne un pourcentage d'utilisateurs extrêmement faible? Est-ce que là, ça pourrait faire boom comme ça d'un jour à l'autre en fait? Typiquement, je prends toujours l'exemple du smartphone en fait, où les smartphones, tout le monde en avait bien avant l'iPhone. Hein. Il y avait les Palm Treo, il y avait les Nokia, les Nokia, pas le temps. Voilà, les Windows Phone évidemment, hein, qui évoluaient pas de version en version. Et au final, ça existait, mais c'était un marché de niche. Il y avait vraiment que quelques passionnés qui avaient ça, ou des gens qui en avaient tout simplement besoin dans le cadre de leur travail. C'était un outil de travail. Et un jour est sorti l'iPhone avec une interface finalement très simple à utiliser. Et à partir de ce moment-là, ça s'est mis à se démocratiser en fait, à vraiment inonder complètement le marché, à faire des déclinaisons. Allez, je vais m'attirer les foudres en disant qu'Android est une déclinaison, mais en termes d'interface, c'est vrai quand même. Je suis désolé. Donc, et du coup, et c'est devenu populaire, c'est devenu quelque chose que tout le monde a utilisé. Donc, est-ce qu'il pourrait se passer la même chose finalement avec Stadia pour vous? Moi, je pense que je nuancerais un petit peu. Enfin, je pense que la vision que Google a lancée avec Stadia, je pense que c'est vraiment l'avenir et on va vers ça, forcément, parce qu'on y est déjà allé. Enfin, je veux dire, c'est absurde qu'en 2019, on soit toujours obligé de choisir une console pour jouer à un jeu, etc. Alors qu'on n'a pas cette question-là à se poser sur la musique ou sur le cinéma ou sur les séries télé. Ouais, mais attends, là tu vas un peu loin. C'est-à-dire... Maintenant, je veux dire, par rapport est-ce que Google va être celui qui va faire ça? Je nuancerai un petit peu parce que Google, ils ont une réussite sur YouTube, ça c'est vrai. Par contre, ils ont aussi, sur la vidéo premium, sur des contenus exclusifs, ils n'ont pas franchement réussi à s'imposer face à un Netflix. Sur la musique, ils n'ont pas réussi à s'imposer face à Spotify ou Apple. Donc, je ne sais pas si Google, ça reste une inconnue pour moi, savoir si Google sera celui qui va. C'est clairement ceux qui ont la vision actuellement. Mais est-ce que c'est eux qui vont vraiment récolter derrière les fruits? On n'a pas encore eu. Je pense qu'Amazon, leur data center, ils vont aussi les mettre à profit pour des choses similaires à l'avenir. Je pense qu'il ne faut pas non plus. Microsoft, je pense qu'ils vont énormément investir là-dessus aussi. Donc, Sony, je prends les Sony et Ubisoft pour Sony qui quelque part ont déjà de l'avance aussi avec le PS Now et les technologies qu'ils avaient rachetées. Donc
c'est le futur, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est Google et Stadia qui va réussir à incarner et à vraiment être le truc qui va faire exploser ce mode de consommation? Je pense que c'est encore un petit peu tôt. Mais en même temps, c'est pas non plus le but de Google non plus. Je pense. Enfin, Google, ça a toujours été aussi une entreprise qui a lancé des choses et quitte à le faire en version bêta et est-ce que ça s'impose petit à petit. Donc, je pense pas que c'est leur objectif non plus de tout casser et dès le premier jet. Je pense que ça va se faire plus graduellement. Alors, sur l'absurdité de choisir une console, en fait, tu choisis la console pour les jeux qu'elle aura. Or, le truc, c'est que effectivement, ce que tu dis serait vrai si Stadia était capable de te proposer du Nintendo, du Sony, enfin toutes les exclus de toutes les plateformes. Finalement, le seul truc qui marche là-dedans, c'est pour la musique, quoi. Je connais pas d'autres exemples. Tu regardes MyCanal, c'est une plateforme propriétaire avec ses films. Netflix, c'est une plateforme propriétaire avec ses films. Je parlais pas tant au niveau de l'offre, je parlais plus au niveau du fait de devoir brancher une console, de devoir savoir si ton jeu va marcher ou pas c'est plus le cas sur le PC, mais savoir si il y a beaucoup d'obstacles que ce modèle-là permet de gommer, comme on l'a dit. Ouais, carrément. Maintenant, effectivement, on reproduit finalement le schéma des exclusivités, parce que qu'est-ce qui fait le succès de Netflix? C'est les séries de Netflix. Qu'est-ce qui va faire le succès des futurs contenus des futurs services de Disney ou de Warner? Ça va être leur contenu aussi. Donc, ça reproduit ce modèle-là de manière dématérialisée avec des offres plutôt que des matériels qu'on achète. Finalement, il y a que dans le domaine de la musique qu'on a réussi l'unification, quoi. Ce serait absolument génial si on pouvait l'avoir dans tous les domaines, la vidéo ou le jeu vidéo. Je pense que justement parce qu'il y a eu la musique, je pense que justement parce qu'il y a eu la musique et que les studios de cinéma et maintenant, je pense les éditeurs de jeux aussi se sont rendus compte de l'intérêt d'avoir des exclusivités. Je pense justement qu'ils le feront pas par rapport pour pas reproduire en fait le même schéma que sur la musique. Je pense qu'ils vont vouloir tous maintenant avoir leur part du gâteau. Faudrait pas faire un truc qui satisfasse tout le monde, quoi. Ce serait bien si les gens avaient plusieurs abonnements en même temps, tu vois. Je pense qu'il y a quand même plusieurs paradoxes. Le premier, tout à l'heure on parlait de la musique. Bon, il y a quand même pas exactement le même catalogue musicaux sur les principales plateformes de musique en streaming, même s'il y a beaucoup de troncs communs, mais voilà. Voilà, mais si on fait le rapport avec, par exemple, ce qu'on a sur les consoles, où en fait il y a quand même assez peu d'exclusivité sur chacune, on n'est pas si loin de ce qu'on a sur le streaming. Mais c'est déterminant, je veux dire, tu peux en avoir que 5, mais c'est les 5 qu'il te faut, quoi. C'est ça le problème. Oui, mais je sais, et c'est pour ça que en fait l'autre paradoxe de la vision de Google, c'est on dit voilà, il y aura plus de support, il y a plus de génération, ça n'a pas de sens d'avoir des générations de consoles toutes les 3 à 8 ans, des nouvelles consoles, machin, etc. C'est pas rétro-compatible forcément, etc. Ça n'a pas de sens ça, d'accord? Nous on est pour tout le monde, c'est marqué Play for Everyone, un truc comme ça, enfin une plateforme de jeu pour tout le monde, d'accord, super. Et en fait, en vrai, on vous dit, on va avoir des studios first party avec des jeux exclusifs qu'on n'aura que nous, des studios second party avec des jeux qui seront soit exclusifs, soit avec un bon nombre d'éléments exclusifs, donc c'est encore chez nous. Et quand on leur dit, mais est-ce que quand même ces jeux-là, ils seront ailleurs sur d'autres supports? Ah non, ça sera que chez nous. Ah, d'accord. On dit les jeux, en fait, ils sont remodelés pour Stadia, donc c'est-à-dire que vous pourrez pas les avoir sur Steam, sur GOG, sur ce que vous voulez. Non, c'est quand même un circuit fermé, et donc on dit voilà, on éclate tout, c'est pour tout le monde, etc. Mais en fait non, c'est pour tout le monde, mais chez nous en fait. C'est-à-dire que tous les supports, mais chez nous. Et il y a quand même c'est un biais énorme en fait dans le processus de dire voilà, venez comme vous êtes, voilà, on est pour tout le monde. C'est free, c'est open. Même si d'ailleurs on n'a pas parlé, mais on a parlé des supports, mais on n'a pas parlé du navigateur Chrome. Parce que quand même Project Stream, la démo a été faite sur Chrome, et à ceci, Phil Harrison donc a précisé que pour le lancement, on pourra jouer sur un PC via le navigateur Chrome uniquement, mais que via Chromium, donc le module qui anime Chrome, d'autres navigateurs tiers qui utiliseront Chromium seront compatibles. Donc on pourra bientôt y jouer sur Edge. Potentiellement, c'est quand même assez rigolo. Par contre, moi je pense que il y a une liste de et puis des photos de plein de devices différents. Par contre, je pense qu'on verra pas de sitôt, c'est une Switch ou une PS4 ou une PS5 ou une Xbox.
Mais il y avait iOS quand même ou Oui, bah il y a Chrome sur iOS, mais sauf que Chrome c'est le moteur de Safari sur iOS. Attention. Il parlait pas spécialement d'iOS et je pense pas qu'actuellement il puisse le faire justement par rapport à ça. Ouais. Stuff justement Chrome sur iOS utilise toujours le moteur de Safari par obligation. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est toujours le cas. Ouais. Ok. Je crois que c'est toujours pas possible d'avoir. Ceci explique peut-être cela. Ce qui est marrant, c'est que on y met des fantasmes de gamers pour le moment. On y met un peu les rêves qu'on voudrait voir, mais en fait, tout était résumé dans la première partie, qui est passée finalement assez inaperçue et qui est déterminante. C'est la vision qu'a Google. Google, la première chose qu'ils ont dit, c'est pas on a envie de vous faire partager côté Stadium, soi-disant, hein, on a envie de vous faire partager du jeu, mais en réalité, la première partie de la conf, ça a été de dire maintenant, on veut faire évoluer notre intelligence artificielle. On a réussi les échecs et le jeu de Go. Et pour évoluer plus loin, on a besoin des vrais gamers. Et nous, on crée cette plateforme pour que vous jouez, pour juste servir notre intelligence artificielle. On va la nourrir. Faut jamais oublier le business model de Google derrière. Oui. Ça, voilà, c'est ça. Et à l'arrivée, c'est pour ça que je pense que le service arrivera à être un prix assez compétitif, parce que le but c'est juste de retourner chez toi, d'être chez toi, et le but c'est Chrome pour récupérer des notions de pub, et toi joue pour apprendre à mon intelligence artificielle à emmagasiner du gaming, voilà, avoir les réflexes et à savoir jouer. En plus, donc Stadia, c'est Google qui est connecté directement à ton cerveau, quoi, c'est ça? Stadia, c'est nourri. Parce qu'on dit intelligence artificielle, mais ça n'existe pas, c'est mémoire artificielle en fait. Donc nourrit la mémoire artificielle, ouais. Skynet, nourrit Skynet, s'il te plaît. Le jugement dernier, c'est bien fait. Finalement, l'abonnement, c'est peut-être un truc qu'ils vont te payer. Hein. On pas non, même pas, c'est que tu seras obligé de payer. Un truc qui était il y aura un captcha aussi quand tu lanceras du développeur et du développement par rapport à ce que tu disais de l'intelligence artificielle. Google a mis en avant aussi le fait qu'il y ait des process de développement qui facilitent le développement, notamment pour des petits studios. Et par exemple, ils mettaient sur les textures, je crois, voilà, on met une peinture de Van Gogh et tout ce qui est à l'écran va être imprégné de cette touche artistique. Et donc, du coup, le développeur aura juste à mettre genre une image et dire voilà, moi je veux un truc sur ces tons-là, et puis hop, Google Stadia te fera plus ou moins un micmac qui te fera tes niveaux comme ça quasi automatiquement. Ça fait partie de la promesse, donc c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Julien, parce qu'effectivement, d'un point de vue gestion de la donnée, gestion de tâches de manière procédurale, etc. Google a évidemment des choses à apporter et un secteur R&D très très vivace sur le domaine. Ok, alors on en parlait tout à l'heure. Stuff, tu rebondissais sur la Switch. Moi, je me pose une question en fait. Est-ce que Stadia peut être un Switch killer ? Parce que la promesse, c'est quand même mobile, desktop, enfin comme tu veux en fait, tu vois. C'est un peu la même promesse que Switch en vrai. Qui est de pouvoir jouer n'importe quand, n'importe où. C'est une bonne question. Après, je pense que c'est un peu se projeter un peu trop loin en avant parce que on sait pas ce que va faire Nintendo par rapport à ça non plus. Parce que même Nintendo a utilisé le cloud, hein, si je dis pas de bêtises, au Japon avec certains jeux, il y avait un Resident Evil et Assassin's Creed Origins qui au Japon était jouable sur Switch. Donc pour dire que voilà, Microsoft a quelque chose, Sony a quelque chose, Nintendo a quelque chose, Nvidia a quelque chose, Amazon est en train de préparer quelque chose, c'est évident, Google a quelque chose. Enfin, il y a quand même des gros acteurs qui sont dessus et ils vont tous se tirer dessus. Hein, voilà, faut être clair. Hein, il y a un moment. Et donc, pour répondre à la question indirectement, donc qui a été posée à Stéphane, la Nintendo Switch Killer, je n'y crois pas, même si dans l'absolu, effectivement, le fait de pouvoir jouer partout, c'est une promesse qui est similaire. Mais la puissance de Nintendo, faut pas oublier, hein, c'est pas la puissance des consoles, c'est les jeux en fait. Et donc, je mets ma main à couper là, ici. Voilà, je prends pour témoin qu'il n'y aura pas de jeu Nintendo sur Stadia, et donc que voilà, ce qui fera toujours en tout cas à date, la force de Nintendo sur ses consoles, aussi peu puissante soit-elle, et aussi perfectible soit-elle, c'est justement leur catalogue de jeux. Mais est-ce que ce sera pas l'inverse? Est-ce que la Switch c'est victoire. Si d'un seul coup la Switch a Stadia et te fait tourner tous les AAA. De toute façon, je pense que le but de Google, ça va être de faire la même chose qu'ils ont fait déjà avec YouTube, c'est d'avoir des clients partout en fait. Donc maintenant, je pense pas qu'ils vont lancer pour l'instant YouTube et sur Switch. Je pense qu'ils vont bien le négocier aussi avec
des concurrents. Si Microsoft, pourquoi pas Google, quoi. Mais voilà, je veux dire, il y a déjà un client YouTube sur Switch, il y a déjà un client YouTube sur Xbox. Bon, ça a été tardif, mais par contre, après, après, la question, c'est est-ce qu'il y aurait un client YouTube sur Xbox aujourd'hui s'il n'y en avait pas eu il y a 10 ans où ils n'étaient pas encore directement en concurrence frontale là-dessus. Mais je pense que c'est quand même très différent. Je pense quand même que le but de Google, c'est quand même d'être sur les plateformes qui marchent. Donc, s'il y a 20 millions de PS5, ils vont vouloir être sur PS5, ça c'est sûr. Ah, mais comme disait Julien, faut pas oublier que, on en a parlé de manière plus ou moins détournée, mais on parle quand même de jeux Xbox sur la Switch en streaming. Donc on se dit pourquoi il y aurait pas du Google aussi, quoi, en fait. Et comme disait Julien, pour finir sur ce que disait Julien, c'est en fait la Switch qui les dominerait tous, en fait, quoi, tu vois. C'est aussi pour ça que Google ne se lance pas sur du hardware. Et d'ailleurs, quand on a demandé à Phil Harrison, non mais il n'y a pas un petit boîtier, un petit PC secret là dans vos secteurs de R&D un Chromecast. Il fait non. Nous on a justement notre vision, c'est justement pas de matos, justement pour vendre de l'abonnement. À mon avis, ça va être comme ça. Vendre un service par abonnement partout, comme disait Stéphane. Le but c'est qu'il y en ait de partout et que de toute manière ça soit guichet unique. C'est-à-dire que tu peux être sur Switch, sur PS5, sur PC, sur Android, voilà, tu essaies ton abonnement que tu payes à Google et puis c'est tout, peu importe le support. Clairement. Alors au niveau price point, placement tarifaire, qu'est-ce que vous voyez venir, vous? Les pronostics. Moi je vois bien du 10 balles. Allez, je pronostique sur 10 balles. Ça me paraît compliqué quand même. En mode agressif, quoi, en mode ultra agressif. En mode les 5 balles restants, c'est ton cerveau qui les donnera, quoi. Si vous voulez être agressif, c'est 10 balles. Après, si c'est par rapport à ce qui se fait actuellement, ça serait peut-être plutôt 15, mais c'est notamment ce qui est chez Sony, c'est 15, je crois, le PS Now. Mais est-ce qu'ils peuvent faire 10 balles? Je pense qu'ils ont les moyens, mais ça me paraît un petit peu, je dirais peut-être. C'est risqué si derrière c'est pour augmenter. Je pense qu'ils essaieront peut-être de baisser un petit peu et de faire genre 12 ou 13, mais 10, ça me paraît quand même un peu optimiste. Pardon, vas-y Julien. Ça dépend de qui suit derrière. C'est-à-dire que s'ils disent que le jour de la sortie, tu as accès au dernier jeu d'Ubisoft, tu peux pas être à ce prix-là, honnêtement. Même 20 balles, ça me paraît tendu. Parce qu'on voit sur PlayStation Now, on n'a pas les dernières sorties. Donc, chez Xbox, c'est que les dernières sorties Xbox. C'est pas celle des éditeurs tiers. Donc, je pense honnêtement que le prix fantasmé logique, ce serait 19,99. Et je suis même pas sûr que ça soit ça. Parce que je me faisais une réflexion tout à l'heure, alors évidemment biaisée, mais qu'est-ce qui a fait que par exemple les plateformes de streaming audio et vidéo ont vraiment décollé? C'était que le prix était au-dessus du prix psychologique du média physique. Par exemple, un abonnement à une plateforme de streaming audio à moins de 10 € par mois. 10 €, c'est un peu moins que le prix d'un CD, quoi. Quand on va payer un abonnement Netflix ou autre à peu près 10 €, c'est un peu moins qu'une séance de ciné. Voilà, c'est des prix psychologiques qui parlent à tout le monde. Et on se dit, j'achète un CD en physique ou j'achète une place de ciné. Pour moins cher ou équivalent, j'ai un mois de divertissement, je regarde ce que je veux, etc. Ça parle. Le problème, c'est qu'un jeu vidéo aujourd'hui, ça coûte entre 40 et 70 €. Donc, si on faisait un rapport, alors encore une fois, j'assume que c'est complètement biaisé, mais un rapport un peu similaire, il faudrait que, si on voulait vraiment avoir les jeux Day One dès leur sortie, il faudrait qu'elles soient entre 40 et 70 € par mois. Moi, ce que je pense, c'est, comme disait, je sais plus qui en parlait, mais je pense que le catalogue sera pas forcément ouf au début, et il va falloir compenser cette faiblesse, en fait, parce que c'est vrai que je voulais aussi qu'on parle un petit peu du cas Steam, en fait, où quand ils ont parlé de se lancer dans les machines, tout le monde a commencé à fantasmer, ils vont tuer les constructeurs actuels de consoles qui sont implantés dans le secteur depuis 20 ans, ça va être une révolution, ça va être ouf, et en finale, ça a donné un boîtier, une manette inutilisable et des ordis qui étaient tous différents, tous estampillés Steam, alors que c'était des marques complètement... c'était plein de marques différentes qui les produisaient. Au final, il n'y avait aucune unité, ça partait absolument dans tous les sens. Eux-mêmes, ils n'ont jamais sorti de matériel, histoire de recentrer les choses sur un seul et unique matos.
Donc c'est vrai que des fois, quand on a une grosse boîte qui va se lancer dans quelque chose d'énorme, on se dit ça va tout péter, et au final, ça peut faire un gros plouf, quoi. C'est l'avantage qu'a Microsoft, par exemple, avec leur projet xCloud, c'est que ça tourne sur des Xbox. Et pour l'instant, c'est des Xbox One S, mais on peut imaginer qu'après, ça sera des Xbox One X ou des Xbox 5, je sais pas, ou tout, je sais pas comment on les appelleront la prochaine, mais Scarlett. Mais en tout cas, par contre, il y aura pas besoin, ça sera une architecture que s'ils gardent la rétrocompatibilité en plus, ça sera d'autant plus simple pour porter. Et il y aura pas ce côté, je dois développer un autre portage pour une autre plateforme de streaming. Carrément. Donc ça, c'est moins ambitieux, mais par contre, c'est peut-être plus réaliste par rapport à cette dimension-là, pour pouvoir acquérir rapidement un catalogue de jeux. Le parallèle avec Steam, c'est que dès qu'on pense à Google, on pense tout de suite à un truc dingue. Faut pas oublier qu'il y a quand même eu des énormes flops avec Google, notamment il y a Google Plus qui va fermer ses portes. Je dis pas que le service était mauvais, il était vraiment même carrément bon, même carrément mieux foutu que Facebook, mais bon, ça a pas pris, c'est comme ça. Ça suffit pas, faut avoir le bon timing, faut avoir le bon contenu, faut que les gens soient là aussi, parce que ce qui a fait que Google Plus ça a pas marché, c'est que tous les gens qui étaient déjà sur Facebook étaient déjà sur Facebook. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que en fait, on pense à Google, on pense à du lourd, mais au final, je pense qu'il y aura des faiblesses en fait dans le service. Ça va pas être je sais pas, l'équivalent de tous les jeux actuels, plus toutes les exclusivités actuelles regroupées sur un seul abonnement, facile à utiliser, qui marche partout pour 10 balles par mois. Il y a forcément des trucs qui vont pas aller, parce que c'est jeune. Et donc, je pense qu'il faudra qu'ils compensent en fait les faiblesses qu'ils auront au début. Et la seule moyen de compenser, on en revient toujours au prix, quoi, en fait. C'est ça. Et puis derrière, après, est-ce que les éditeurs, les développeurs voudront, au lieu de vendre leur jeu 70 € Day One à quelqu'un ou 50 €, passer par une plateforme qui ne fera payer que 10 ou 20 € par mois peut-être, enfin encore une fois on fait des suppositions, à des gens, et derrière peut-être, parce qu'on connaît Google et notamment les rétributions sur YouTube, payera des clopinettes les développeurs en disant tiens merci, on utilise ton jeu pendant n'importe quoi 10 minutes, et du coup tu auras 1 centime à la minute, un truc comme ça, quoi. Enfin, voilà. Et si les développeurs s'y retrouvent pas, c'est très clair, il n'y aura pas de jeux tiers, enfin pas beaucoup de jeux tiers. Donc et ça tuera la console, la plateforme Stadia. Donc il y a quand même beaucoup d'inconnus, et malgré leur puissance, les gens de Google ne peuvent pas tout faire tout seuls. Voilà. Il y a évidemment la question de timing aussi qui sera importante. Et si jamais ça marche, est-ce que ça peut être la mort des consoles pour vous? Je pense que c'est vraiment trop tôt pour parler de la mort des consoles. Et, pas sur cette gêne. On va leur laisser une gêne. On va leur laisser une gêne encore. Pas sur la prochaine. Mais à terme, ce sera pas la mort des consoles, elle arrivera quand tout le monde aussi sera passé à ça. Donc, je pense pas que c'est Google qui va tuer les consoles. Je pense que c'est cette démarche, cette nouvelle génération de jeux dématérialisés qui va finir par tuer les consoles, mais quand les constructeurs de consoles s'y sont mis aussi. Parce qu'en plus, le paradoxe, c'est que ça serait les constructeurs de consoles, qui ont déjà commencé d'ailleurs, à tuer eux-mêmes les consoles, en fait. Avec le PS Now, avec tous ces services qui vont vendre de l'abonnement pour essayer de vendre les jeux différemment. Je pense que tous les acteurs sont en train un peu de tuer le support physique. Pour autant, je suis pas certain que le support physique soit mort, comme on le voit même sur le son, même si le streaming audio est majoritairement utilisé. Il y a encore plein de gens qui achètent même des vinyles, alors que c'était complètement hallucinant il y a 10-15 ans. Voilà. Il y aura un peu de tout. Ça sera pas forcément le grand public, mais il y aura encore de tout, je pense. Les parallèles. Vas-y, dis Julien. Je pense juste qu'il y aura effectivement une niche. C'est-à-dire qu'après, il y en aura un qui restera sur la niche de gens qui veulent encore du physique parce que t'es pas lié à ta connexion internet. Les joueurs e-sport, je les vois pas jouer 100% streaming, machin, quoi. Ça va être quand même sur du matos sur lequel ils ont confiance, sur lequel ils ont la prétention d'avoir les meilleures capacités possibles à l'instant T. Encore une fois, après la technologie évolue, donc on verra. Moi je me méfierais des comparaisons avec les streaming audio et films. Ah si, peut-être plus avec les films, mais en fait, dans le jeu vidéo, il y a quand même toute une notion de progression, c'est-à-dire tu vas investir ton temps personnel dans la progression d'un jeu, et ce jeu-là, quand il est retiré du catalogue ou que t'as pas la main dessus ou quoi, c'est quand même... je sais pas si finalement c'est le marché qui décidera si tout ça marche ou pas. C'est pas le fait que ce soit performant ou pas performant, mais je sais pas s'il y a pas mal de gens qui justement pour cette raison vont se dire non, moi je suis attaché à ma console, mon support physique, etc. Et si justement les réflexes de consommateurs vont pas être
tout à fait différent de ce qu'on peut observer pour la consommation de musique ou de film. Notamment ce que dit Phil Spencer de Microsoft vraiment défend cette théorie-là, c'est que pour lui, dans toutes les dernières interviews qu'il avait données, pour lui, il y a vraiment deux marchés qui vont continuer à... Et Microsoft affirme régulièrement qu'ils croient toujours vraiment à la console. Et je serais pas étonné que ça peut être eux d'ailleurs qui peuvent très bien rester sur ce double modèle et essayer Parce que justement, comme disait donc Polo, on parle beaucoup de Netflix du jeu vidéo, mais concrètement, aujourd'hui, si on a du Netflix en jeu vidéo, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que si au bout d'un mois, on te dit, au bout d'un mois, un certain mois, on dit, en fait, on enlève ce jeu-là de ce catalogue. Ouais, mais attends, moi, je l'adore ce jeu. Je suis à 100 heures de jeu, c'est exactement ce que disait Polo tout à l'heure. Ça, pour plein de joueurs, ça ne passerait pas. C'est déjà ce qui se passe sur le Game Pass. Non, mais ça, c'est ouf. Régulièrement, et c'est très énervant. Mais Stuff, ça se passe comment? Genre, t'as progressé sur ton jeu, le truc disparaît, tu fais comment, quoi, si t'as envie de continuer? Tu gardes ta progression, mais il faut l'acheter, en fait. C'est ça, il faut acheter le jeu. Ou quand il tombe sur le... Alors, il y en a pas mal qui sont... dans le gold. Il y en a pas mal qui sont tombés dans le gold après avoir disparu du Game Pass. Putain. Voilà. Ouais, quand même. C'est vrai que c'est complètement frustrant. Et sur Netflix, c'est pareil. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des saisons en cours de séries, puis d'un coup, t'as les 4 premières saisons qui disparaissent. Tu dis, ok, super. Donc, ça reste quand même un gros... Encore une fois, si on n'est que pas beaucoup de personnes à être gênées par ça, ça deviendra la norme, quoi qu'il arrive. C'est ça. C'est toujours personne après. C'est toujours la question de combien de gens ça gêne versus combien de gens ça... C'est ça, exactement. Complètement après, ça. S'en accommode très bien. Non, puis en plus, le paradoxe du fan de nouvelles technologies, par exemple, tu en as plein qui détestent Facebook, etc. Et le joueur de jeux vidéo, par définition, c'est un peu un fan de tech quand même, quoi. Donc, il n'aura pas forcément les réflexes de la masse, quoi. Il peut avoir des réflexes complètement à l'opposé, quoi. Et puis, non mais compare surtout pas au service de musique, parce que c'est vraiment l'exemple le plus mauvais qui soit, parce que le service de musique, les gens ne payent pas. Les gens qui sont sur Spotify et tout, les gens, ils sont sur l'abonnement gratuit avec de la publicité, ils ne payent pas. C'est pas... Je pense qu'ils ont pas mal d'abonnés quand même, mais... Ils ont quand même pas mal de premium quand même, mais je veux dire... c'est pas la majorité, hein. Ça reste la majorité des abonnés Spotify, ça reste des gratuits. Donc, t'es pas du tout sur la même... Netflix, déjà, me paraît plus logique. Mais il y a quand même, je crois, il y a quand même, par exemple, 30 millions d'abonnés à Apple Music qui, pour la peine, sont tous payants. Mais c'est pas pareil. La musique, ça. Mais la musique, ton catalogue, il bouge pas, t'as pas de progression dans tes musiques. Enfin, c'est toute la différence, quoi. Ah, mais complètement. T'as pas de mise à jour. J'ai quand même j'ai un truc qui me taraude et j'aimerais bien l'évoquer en ouverture de conclusion. C'est aussi le fait que les jeux vidéo évoluent. Tout à l'heure, on parlait de modèles gratuits pour Spotify, par exemple, ou toute plateforme assimilée. Et en fait, il y a un truc qui m'interroge de plus en plus, c'est le côté free-to-play généralisé sur tous les supports. C'est-à-dire que c'est arrivé sur mobile. On s'est dit, ouais, mais sur mobile, les gens vont pas mettre d'argent, etc., etc. Bon, très bien. C'est arrivé sur PC, évidemment. Le free-to-play, les mémos, on en a eu à plus savoir qu'en faire. Très bien. Et là, maintenant, on en a même plein sur nos consoles. C'est-à-dire que les jeux du moment, comme on les appelle, les Fortnite et les Apex Legends, ce sont des jeux qui sont free-to-play, donc qui sont gratuits. Alors, 2 questions. Premier point, quel est l'intérêt de payer X euros par mois pour avoir accès à une plateforme comme Stadia pour jouer à un jeu gratuit? Déjà. Deuxième point, comment se rémunérer derrière tout ça? Comment les développeurs, quel est le modèle économique viable? Parce que derrière, c'est quand même des mois ou des années de développement, c'est donc de l'argent qu'on met sans être assuré d'en gagner après, hein, parce qu'on lance le jeu, super, il marche, c'est génial, ouais, Apex Legends, mais s'il marchait pas, c'était 2 ans de boulot pour rien. Et puis est-ce que c'est viable sur la durée? Ça, on le sait pas. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est majeur et qui va profondément changer le jeu vidéo tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et tous ces services de streaming-là, ils seraient bien... Enfin, j'espère qu'ils regardent d'un œil très alerte ce qui se passe en termes de mutation au niveau du modèle économique des jeux vidéo, parce que peut-être que d'ici 1 an, ils n'auront plus de sens. En fait, payer 15-20 euros par mois pour jouer à des jeux gratuits, qui en plus fonctionnent sur des machines relativement peu onéreuses ou pas forcément ultra puissantes, hein. On voit Fortnite, il marche un peu sur tout ce qui existe. C'est un changement de paradigme aussi très important et plus qu'on le croit. En fait, c'est intéressant. Tu as déjà une fragmentation dans les consoles, enfin dans les marques de consoles, et maintenant tu as de la fragmentation dans la fragmentation, quoi. C'est carrément le modèle économique et le support, qui soit physique ou non, enfin dématérialisé ou non. Ça s'est répercuté
directement sur le marché et les ventes de jeux vidéo. Et c'est pas pour rien que sont ressortis d'un seul coup en avant du marché les jeux solo ultra narratifs qui ont été les God of War ou les Spider-Man parce que ils ont profité de ça. C'est-à-dire que le public qui était avant sur consoleux de jeux plus casu, dit casual, eh ben, il est parti entre guillemets du marché payant et il est passé sur le marché gratuit. Et du coup, ça a fait remonter les ventes de ces jeux-là par effet de trompe-l'œil en fait. Hein. Et donc, du coup, aussi vrai que comme tu disais que la majorité des gens qui utilisent les services de streaming audio ne payent pas et ont de la pub, c'est pas impossible si ça continue comme ça que d'ici 5 ans, 10 ans, les gens se disent payer pour jouer à un jeu vidéo? Mais pourquoi? Non, j'accepte quelques pubs là, mes données sont utilisées, et puis voilà. Donc, voilà. Moi, encore une fois, c'est un plan sur la comète. Hein. J'ai pas d'éléments tangibles. C'est juste des trucs que je subodore, que je sens sur des tendances actuelles. Mais il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer, et les joueurs sont vraiment partie prenante dans ces évolutions-là. Comme ça a été le cas pour les DLC, tout le monde disait quand à l'arrivée des DLC, donc des contenus téléchargés payants, ah mais c'est nul, ça sert à rien, c'est cher, faut être des bœufs pour acheter. Bah ça marche toujours. Hein. Et là maintenant, on arrive même à sortir des jeux complètement gratuits où les microtransactions ne servent qu'à des besoins cosmétiques. Et ça marche. On voit Fortnite. Ça, c'est la grande découverte de Fortnite. Hein. C'est la grande innovation de Fortnite, en fait, hein, ce truc-là. Hein. Parce qu'avant, c'était forcément pénalisant. On connaît tous les free-to-play sur mobile notamment, où il fallait payer pour pouvoir avancer, pour pouvoir décemment avancer à certains points du jeu. Là, c'est même plus complètement le cas. C'est-à-dire que non, c'est juste pour cosmétique, pour faire bien, pour avoir une danse cool, pour avoir... Voilà. Et ça, encore une fois, on n'est pas au bout. Hein, parce qu'on est un peu au début de l'émancipation du free-to-play à tous les niveaux, sur tous les supports, et d'une fois que tout le monde dira il faut faire ça, et que tous les joueurs se diront maintenant c'est comme ça que ça fonctionne le jeu vidéo, on verra plus l'intérêt de dépenser 40 à 70 balles pour acheter un jeu, et donc d'avoir un service de streaming à distance, pas forcément utile, quoi. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les free-to-play, les gens dépensent plus que sur un achat direct de jeu. Donc, ils ne vont pas s'en priver. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Après, il y a un autre élément. Alors, je sais pas si on a peut-être perdu Polo. Ah ouais. Un autre élément aussi, c'est qu'il y a un autre marché émergent et de grands acteurs comme par exemple Tencent qui pointent de plus en plus le bout de leur nez. Hein, c'est donc la Chine et l'Asie. Et je ne les vois pas trop adopter du Google, par exemple. Hein, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais et donc je sais pas. Peut-être que dans un avenir aussi, on entendra un acteur. Un Tencent par exemple qui va dire voilà, nous on va proposer un truc hyper agressif en streaming ou peu importe la manière, et vous aurez tous vos jeux pour le coup bradés, ça sera vraiment très pas cher du tout, quoi, et ça pourrait aussi prendre assez rapidement. Donc l'avenir est encore une alliance asiatique éventuellement entre Sony et les Chinois. Qui sait, mais en tous les cas oui, j'ai pas vu de Sony a pas de serveur, hein, c'est les seuls, hein. Donc, ce sera la Chine ou Amazon. C'est ça. Oui, vous m'entendez de nouveau. Ok, nickel. Ouais, je disais tout à l'heure, j'ai peur que ce soit générationnel, en fait, cette histoire de jeu solo versus free-to-play. J'ai peur que ce soit, par exemple, la génération de mes gosses qui ne consomment que du free-to-play, et que du coup, les jeux solo avec histoire narrative, les jeux narratifs en solo, soient destinés à un public tel que nous et finissent par crever avec le temps. Quoi. Tu les as mal éduqués, c'est tout. Écoute, je fais ce que je peux. Hein, tu vois, c'est vrai que si on prend un exemple tout bête, on prend le dernier Call of Duty. Donc Call of Duty, une des séries les plus vendues, toutes les années, qui est bien ancrée dans le cœur des joueurs, etc., notamment des hardcore, et qui là sur le dernier volet a carrément viré une de ses forces, même si tout le monde dit moi j'y jouais pas ou pas beaucoup. C'était le solo, quoi, l'histoire, le truc hyper narratif. Là ils ont fait une croix dessus, ils ont dit nous c'est que du multi, quoi. Ouais, mais et ils ont fait un Battle Royale. Ah mais ils reviennent dessus. Oui, parce qu'ils viennent d'annoncer Modern Warfare 4 avec du solo. Donc, c'est pas une science exacte non plus, quoi. Ah bah non, je pense que pendant
pendant un bon moment, tout va coexister en fait, hein, tous les types de jeux différents. Et puis, je pense que une même personne, elle pourra être cliente à différents systèmes, que ce soit physique, abonnement, sans compter que des fois les abonnements se regroupent. Hein, on voit pour YouTube et la musique. Bon, t'as YouTube Musique plus YouTube Premium. Enfin, je serais pas étonné qu'il y ait aussi une formule YouTube plus Stadia. plus jeu. Ce sera inclus. Mais carrément. Ça, je pense aussi à un truc comme ça. Et du coup, bah, t'auras. En fait, c'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas te dire, je vais acheter une. Enfin, si t'es vraiment joueur à fond la caisse, tu peux pas te dire, je vais acheter une console et j'ai tout, quoi. C'est pas possible, en fait. T'es obligé d'acheter la PS4 pour Uncharted 4, la Switch pour les exclusivités Nintendo, Xbox pour les exclusivités Microsoft. Même si elles sont peut-être moins sexy, mais ils ont quand même. Il y a Forza Horizon 4 quand même. Et du coup, il te faudra aussi le streaming, tu vois, en plus. Enfin, au final, tu multiplies ton portefeuille de services, mais c'est la même personne qui est derrière, quoi. Moi, je pense que c'est justement pour ça qu'on aura certainement des nouvelles d'Amazon bientôt et qu'en fait, Google s'achemine vers un espèce de Google Prime, en fait, où on aura accès à Google Premium, à Stadia et peut-être à d'autres services Google Premium, quoi, via cet abonnement-là, en fait. Ouais, tout à fait possible. Et on aura musique, jeux vidéo, en streaming via l'abonnement. Et il ne faut pas oublier Apple non plus, parce qu'ils vont annoncer aussi ils vont annoncer un service de vidéo. On leur prête des intentions d'annoncer un service de jeu, alors qu'il serait peut-être plus un Game Pass actuellement. Apparemment, ce serait plutôt un Game Pass pour iPhone, donc ce serait pas très très sexy. Mais il pourrait aussi y avoir des ambitions là-dessus, et ils ont quand même une réserve de cash importante. Et s'ils voient un marché, ils iront aussi. Donc, attention, voilà, ça va être. Pour l'instant, Apple et le jeu vidéo, pour l'instant, ça a toujours été plutôt un gros échec. Oui. C'est pas dans leur ADN du tout. Par exemple, ça n'a pas été un grand succès. La pipine. La pipine aussi, grand moment. Mais voilà, c'est aussi le contre-exemple en fait d'une entreprise technologique qui a pas du tout réussi à s'imposer dans l'industrie du jeu vidéo. Enfin, hormis sur le jeu mobile où ils ont quand même eu un gros rôle. C'est clair. Mais plus sur le vidéo que autre chose. Donc en conclusion, pas forcément mort des consoles, quoi, en fait. Hein, plus un service qui va venir se greffer à tout ce qui existe déjà et qui va compléter l'offre finalement. Et on a le temps de voir venir. Voilà, il y a quand même beaucoup d'incertitudes encore, à la fois du côté de chez Google comme au global sur ces technologies-là, qui font que ça avance. On voit qu'il y a de plus en plus d'adhésion, mais on n'y est pas encore. Et le public donc de ce service signé Google, ça peut être quoi au final? Est-ce que si c'est grand public, ça peut être le public de la Wii? On avait dit que la Wii c'était les casuals en fait. Enfin, je sais pas si c'est tout à fait vrai en fait, mais moi, je pense est-ce qu'ils pourraient réussir à choper ce public-là ou à qui ça va s'adresser finalement? Joueurs. Donc, il y a à peu près tout le monde qui veut maintenant jouer, viser ces 2 milliards de gamers. Mais après, je pense qu'ils vont quand même essayer d'avoir un public assez large, et notamment pas forcément que des casuals, mais je pense qu'ils vont quand même essayer d'aller chercher. Enfin, en tout cas, leur communication, elle est vraiment elle n'est pas du tout gamer, elle est vraiment sur un public large. Enfin, les vidéos promotionnelles qu'on a vues, on voyait vraiment des gens de tous les âges, qui peuvent jouer à des jeux à la fois casual et à la fois plus gamer. Donc, je pense qu'il y a quand même une volonté de faire assez grand public. Ouais. Il y a quand même une rumeur forte qui pourrait changer pas mal de choses, et notamment pour entrer dans des pays plus difficiles comme le Japon, mais il reste une rumeur forte qui pourra tout changer. C'est la fameuse alliance avec Sega. Non, l'alliance avec Sega. Ah merde, oui, c'est vrai. Attends, on a complètement oublié ça. Et ça peut vraiment... Parce que si d'un seul coup ils partent avec Sega et que du coup ils ont des jeux très connotés, très forts, des grosses licences, du Sonic, des trucs comme ça. Du Yakuza. Non, ça. Enfin, Sega, j'aime beaucoup Sega, mais pour moi c'est pas assez puissant pour à la fois pour intéresser l'Asie et pour toucher un plus large public. Par contre, Google rachète Nintendo. Là, par contre, on en discute. Tu vois, là par contre c'est un changement monstrueux. On avait fantasmé quand même sur une Dreamcast 2, hein, je vous rappelle, par moment. Non, Dreamcast, non, je ne crois pas. Non, Sega c'est fini, il faut arrêter. Ils feront peut-être un Chromecast en forme de mini Mega Drive. Ça sera peut-être mieux que la mini Mega Drive. Ce serait énorme. Mini Dreamcast, c'est un Chromecast, le Chromecast Stadia spécial. À savoir. Ouais. Enfin, bon. Écoute, bref. Beaucoup de choses à découvrir encore à l'avenir. Et c'est quand même assez exaltant de voir que les choses bougent
là où on disait que bah voilà, plus rien n'évolue, même d'un point de vue technologique en termes de jeux vidéo. Là, il y a un vrai coup d'accélérateur a priori, et on va savoir beaucoup plus parce que dès lors que tout le monde, tous les grands de ce monde, les grands constructeurs et les Apple, Amazon et autres vont se mettre dessus, forcément ça va bouger beaucoup plus vite. Et je me demandais un truc là, mais qui a rien à voir. Je vois la courbe de débit là qui est de couleur verte en fait sur mon écran. Est-ce que Stadia est bon pour la nature finalement? Comment dire, on a beau te dire que les data centers, ils sont sans cesse optimisés pour consommer le moins possible, qu'il y a un renouvellement de la chaleur en énergie verte, tout ce que tu veux, ça reste, à ma connaissance, des trucs qui pompent 2 fois plus d'électricité que pour leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'électricité nécessaire pour qu'ils fonctionnent et l'électricité nécessaire pour être rafraîchi. Voilà. Donc il y a autant d'énergie utilisée pour refroidir que pour tourner, si j'ai bien tout compris. Donc je suis pas certain d'un point de vue écologique que ce soit très durable, surtout à grande échelle. C'est-à-dire que si demain tout le monde se fait à consommer tous les contenus en streaming via des data centers, ouais, ça risque d'être un peu problématique d'un point de vue écologique et énergétique. Je pense. Et puis c'est vrai qu'on peut se dire c'est des consoles en moins dans la poubelle et des disques de jeux et des jaquettes de jeux en moins, ça c'est un fait, mais le serveur, faut pas oublier que c'est quand même une machine aussi quoi en fait, et que quand tu la remplaces, bah, tu la fous en l'air quoi. C'est vrai que c'est une des fausses promesses. Elle est rackable, hein, mais ça reste une machine. C'est une des promesses biaisées des maths, et notamment là, de Google qui dit il n'y a plus de machine, il n'y a plus rien. Bah si, en fait, il y a des grosses machines chez vous avec des disques durs, avec des trucs qui tournent. En fait, on déporte, on n'annule pas le physique. Et encore heureux, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc oui, il faut voir ce qui se passe du côté des serveurs et tout ça pour savoir si vraiment il y a un gain en termes écologiques, en termes de place, en termes de tout ce qu'on veut, quoi. C'est pas forcément si Pas anodin gagné que ça. quoi. Alors moins dans les poubelles des consommateurs, quoi. Mais par contre, ça veut pas dire que ça consomme moins d'énergie et que. Non, après, bon, bah, c'est une manière effectivement d'avoir des choses un peu plus durables, d'avoir moins de boîtes de jeux qui prennent la poussière chez soi, qui cassent des couples et tout ça. Là, c'est on se connecte sur un compte, on est Qui accessible. réduisent ton espace vital à mesure que le temps passe, ou tu vois. Exactement. Les murs s'élargissent, hein, c'est bizarre. Qui normalement ne s'altèrent pas avec le temps, parce que si Google a bien insisté sur le côté rétrocompatible, que leur plateforme est par essence rétrocompatible, donc on pourra jouer à des jeux qui normalement auront 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon, j'attends de voir, mais dans l'absolu, d'un point de vue purement technologique, c'est faisable. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est quand même je me dis sur un plan énergétique, en plus, tu as la compression aussi que tu n'as pas sur console. Sur console, ta console va te calculer ton image et elle va te la délivrer directement. Là, ça passe quand même par une phase de compression à la volée en plus, donc qui doit être vraiment ultra efficace, ultra énergivore en fait, hein, certainement. Donc voilà. Sans compter la gestion des aléas, des coupures, du matos qui va tomber en panne, etc. Plus il y en aura. Donc ouais, ça va être d'un point de vue organisationnel et structurel, chez Google comme chez les autres, il y a des gros enjeux. Un gros challenge. Voilà, donc en conclusion, on attend d'en savoir un peu plus du coup cet été. Au final, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que déjà, ça peut très bien marcher comme ça peut aussi ne pas marcher. C'est pas parce que c'est Google derrière qu'il faut tout de suite s'imaginer que ça va ouvrir une faille dans le sol et puis engloutir tout ce qu'il y a autour. C'est pas dit du tout, c'est pas gagné. Il y a déjà des services de Google qui sont plantés. Il y a déjà même Steam qui pourtant a l'ADN du jeu vidéo qui a réussi à se planter avec les Steam Machines et les Steam Device aussi, que ce soit manette ou boîtier déporté pour jouer à ces jeux Steam. Donc c'est pas forcément un gage de succès parce qu'il y a Google derrière, mais ça pourrait très bien être un succès quand même. Je pense que ça dépendra du prix, comme on l'a dit, forcément. Ça dépendra bien sûr du catalogue. Ouais, on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que machine Linux oblige, s'ils ont vraiment que ça comme alternative, ça veut dire un catalogue qui risque d'être quand même plus restreint. Et derrière, faudra voir s'ils comptent, si jamais il y a vraiment une pénurie de jeux, comment ils vont se débrouiller pour compenser ça. Et puis en termes de performance, effectivement, on a vu que pour avoir la top qualité, enfin en tout cas en 1080, ce qui du coup, maintenant on commence à passer plus sur du standard 4K pour certains qui renouvellent leur téléviseur. Maintenant, ça commence à, je vais pas dire que c'est la norme, pas du tout, mais ça commence vraiment à basculer sur ce format. Donc là, pour ça, il faut quand même avoir une connexion qui est très véloce, pour ce genre de choses. Et déjà en 1080, il faut quand même déjà avoir quelque chose qui va bien et que la majorité des gens n'ont pas aujourd'hui. Donc au final, ce sera pour la majorité des gens quand même une expérience un peu dégradée, même si ça restera parfaitement jouable par rapport à une console en local, quoi.
Et on l'a pas dit, mais en plus on s'attaquait. Alors tu parlais de la Switch à quelque chose de portable. Donc si on veut aller concurrencer les 3DS et compagnie, qui sont pas forcément connectés à Internet pour jouer, et qui dans le métro, machin, vont avoir des soucis de connexion avec Internet. On n'est pas du tout sur la même promesse, hein, parce que là du coup en portabilité, ce qui est important, c'est que ça fonctionne en fait. Et donc si tu es coupé dans ton jeu parce que tu n'as plus d'Internet, c'est la crise. Et même si tu as une sauvegarde qui est faite en cloud, machin bidule, mais d'un point de vue utilisateur, expérience utilisateur, c'est désastreux. Donc voilà, le côté multi-device aussi, à voir. Oui, sans compter que si on parle portable, on parle quand même transport en commun, quoi. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que c'est important, parce que du coup, vraiment, la connexion Internet, c'est même pas que c'est obligatoire, c'est essentiel dans le processus de jeu. C'est pas comme si tu as besoin de te connecter pour jouer en ligne ou machin. Là, c'est de A à Z, c'est toute l'expérience qui peut être impactée par ta connexion. Voilà. D'autres choses à rajouter ou on s'arrête là? Le streaming, on a beau dire, mais c'est quand même très bien parce que ça permet de faire, par exemple, cette émission-là. Voilà. C'est clair. Et YouTube, c'est cool. Voilà. Bon, ce sera le mot de la fin. Salut à tous, les gars. À la prochaine. Salut. Bye bye.